part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas et on est très content d'être là. On s'excuse, la semaine dernière, on a eu des emplois du temps un petit peu trop chargés. Mais comme d'habitude, on est de retour pour délivrer, comme dirait Ricky Friandise, la bonne parole. Friandise, comment ça va? Écoute, tranquille, on est là, ça va. Hein. En effet, beaucoup, actif, dans le bon sens du terme. Là, j'ai sorti mon petit café, hein, vous m'excuserez, mais c'est l'heure de couper en France, donc voilà. Je romps mon jeûne tranquillement. Et puis, content d'être avec vous, avec un invité super intéressant aujourd'hui. Mais c'est bien. Ricky, on voit que c'est le ramadan. La barbe, elle pousse, hein. Doucement. Dis-toi bien, ça c'est un mois de pouce ça, déjà. C'est pas parce que c'est le ramadan, hein, c'est un mois de pouce. Ça. Rien qui sort. Il n'y a rien qui ça pousse pas. Non, tranquille. Calme. Etiel, ça dit quoi là-bas? Moi, c'est 7 ans de pouce. Je suis obligé de la rétrécir, tu vois, tellement elle pousse vite. Mais on a chacun nos problèmes, hein. Non, Etiel, ça va, les gars. Week-end sur les terrains entre les fistons, les filles et notre victoire hier dans le derby contre Orlando. Voilà, toujours agréable, hein. On construit c'est plus facile de construire dans la victoire, même si y a pas mal de choses à améliorer. Mais tu vois, j'aime assez bien l'angle que tout le monde prend, que ce soit le staff ou même les joueurs. C'est un côté, les gars, ça fait 2 victoires, mais il y a un sentiment d'inachevé, un sentiment de mécontentement. Et j'aime assez, tu vois, j'aime bien le côté la victoire fait pas tout oublier. Donc ça, c'est quelque chose de prometteur dans un début de saison. Voilà, c'est toujours important de prendre le bon wagon. Donc voilà, et toujours dans la gratitude, hein, les gars, content d'être là et puis content d'avoir avec nous notre invité que tu vas introduire après, nous dire ce qui se passe du côté de London, si toutefois vous voyez un peu le soleil, tu vois, dis-nous tout. Et ouais, on voit le soleil. Je te dis la vérité, ce matin, je me suis réveillé, je suis sorti, j'avais un rendez-vous, il y avait du soleil et ça a changé toute ma journée. Normalement, lundi, tu vois, parce qu'on est lundi quand on enregistre, pour ceux qui savent pas, il fait gris, c'est compliqué. Mais là, il faisait bon et ça change tout. Donc, non, du côté de London, ça va, hein. Il y a la trêve internationale qui arrive, donc on va ça va se calmer un petit peu. Après, non, rien de spécial. Les enfants, ma fille qui reprend bientôt la compétition. Je te jure, on dirait que j'ai la pression. Après 8 mois de blessure. Après 8 mois d'inactivité au niveau de son tendon 6 d'Achille. mois déjà. Ça faisait 8 mois, Ricky, qu'elle n'a pas couru. Elle n'a pas sprinté depuis 8 mois. Et tu la connais, tu vois comment elle est. Ah, elle est trop à fond. Et ça équivaut à tu vois, elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans, montée d'hormones et tout ce qui se passe. Donc franchement, il est temps qu'elle reparte sur les pistes d'athlétisme, tu vois, pour aller se défouler un peu là. Défouler réellement, parce qu'elle voit les autres en train de performer. Elle est là, elle performe pas. Donc c'est ce qui a pris énormément de mon temps et de mon énergie ces derniers temps. Je vais pas te mentir, j'ai beaucoup bossé. Mais ça, en ce moment, c'était pas préoccupant, mais ouais, ça a fait pousser encore plus ma calvitie et donner un peu plus de cheveux blancs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est une expérience. Mais bon, enough of me. Et ouais, parce
qu'en off, hein, avant que Quentin il s'y mette, tu vois, il a voulu tailler nos casques. Bon, faut toujours anticiper pour vous, nos auditeurs, nos viewers. Vous qui avez acheté la prévente pour les DJ, la mix party. Bah, apparemment, dans le Grand Est, parce qu'ici, on est 4 personnes et on va dire, il y a des connexions du Grand Est et notre invité est un Mosellan. Un Mosellan de naissance. Thionville. Ouais, de naissance. De C'est naissance. ça. Thionville. Exactement. Ok. Bah, et comme l'a dit Quentin, et l'a dit Ricardo, très intéressant par rapport à, pour vous, pour nous tous, monsieur Pierre Barieux. Bon, enchanté et bienvenue à BMC. Merci. Je suis impressionné, merci. J'étais un peu intimidé parce que je m'attendais à un surnom. Hein. Entre les surnoms, ça envoie là, des TL, des Baby Bass, coach, c'est coach Ricky, etc. Donc, Non, monsieur le Pierre surnom- Barré, merci à vous. D'abord, Moi, c'est- moi, c'est Ricky Friandise, maman, surnom. Ah oui, il y avait ça aussi, Ricky Friandise. Aussi. tout d'abord, Enfin, bref. friandise d'abord, tu vois. Mais surnom, il va venir avec le temps. T'inquiète pas. On chauffe. C'est comme, tu vois, On va le trouver. on va le trouver. Et c'est comme on va dire, je pense que ton métier, ta profession le dit, il faut s'échauffer. On rentre pas dans un match comme ça. On rentre pas en train, tu vois, on peut pas mettre une frappe aujourd'hui, surtout à notre âge. On peut pas se lever et mettre une frappe c'est bien. de 40 mètres et on risque de se blesser. D'accord? C'est bien, très propre, très pro, très pro. Merci beaucoup. Non, mais comment ça va déjà? Comment ça va? Où es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Raconte-nous un Oula. petit peu. Alors, comment ça va? Très bien, très content de voir une figure, un faciès familier, Quentin. Je suis au Pays Basque, je suis à Hendaye, parce que en fait, c'est vrai que je suis né en Lorraine, mais j'ai toujours été un peu partagé. Mon père est d'ici, ma mère est lorraine, mais bon, elle s'est rencontrée ici parce que elle habitait déjà ici. Donc, on a une maison familiale et je suis ici depuis avril dernier, en stand-by, parce que j'étais à Leeds, ça s'est terminé. Donc, je profite de ma seule période d'inaction depuis X années, donc je ne veux pas te mentir, c'était assez agréable au début. Bon, après, comme toujours, on veut retourner parce qu'il faut bosser et le naturel va prendre le galop. Donc, ça, c'est pour où je suis et ce que je fais à l'instant T. Maintenant, me présenter professionnellement, tu veux que je raconte un peu mon parcours? Bah, peut-être pas Ok. tout. Ah oui, parce que moi, sincèrement, Pierre, enfin, moi, je te connaissais de nom, par Ouais. Quentin, bien évidemment, aussi par réputation. Mais j'ai vu des Émirats Arabes Unis, j'ai vu des Leeds, j'ai vu des États-Unis, j'ai vu de la France, j'ai vu et je dois en manquer. Donc j'aimerais bien un peu savoir ton parcours et ce que tu as fait et bah qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrives aussi un peu à l'élite du football mondial en fait. On peut le dire ainsi. Hein. Ouais, écoute, le parcours simple. J'étais prof de sport à la base, en France. Jeune diplômé, nommé dans la banlieue parisienne. Et j'avais de la famille aux États-Unis, j'ai toujours été plus ou moins bilingue. Euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de sport. J'ai toujours été intéressé par la prépa physique. J'étais handballeur à l'époque aussi. Je jouais à Villemont, Ok. donc en NMB. Et j'ai fait les deux en fait. À 16 ans, j'ai fait plutôt du hand. Et puis je me suis lancé. Je me suis dit, bon, en France à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un programme universitaire à Dijon, Comedy, je pense que ça doit parler à certains. Ouais. Qui à l'époque bossait en Italie, mais il y avait que ça. Et je me suis dit, écoute, il y a une culture aux États-Unis qui n'existe pas chez nous, qui existe un peu plus maintenant. Hein. Culture, justement, tu as parlé athlète, Sébastien. Donc, moi, ma femme est athlète, mes enfants sont athlètes. Donc, quand je regardais les JO, j'entendais l'hymne américain à l'athlète à la moitié des podiums. Donc, je suis parti d'une idée. Je me suis dit, je vais partir aux US, je vais faire un master de kiné du sport. Je vais me mettre en retrait d'éducation nationale et puis je vais mettre un peu en place tout ce que j'avais en tête parce que moi quand je faisais du hand qu'on partait en stage et qu'on me réveillait à 7h du matin pour aller faire que les kinés me réveillaient à 7h du matin pour faire un réveil physiologique. J'étais jeune à l'époque, hein, j'ai eu le CAPES à 21 ans, donc tu vois, j'aimais bien qu'on me justifie les choses, quoi. Quand je cours en Roumanie en stage en août à 7h du mat, je me dis à quoi ça sert? Et j'avais pas les réponses. On me donnait pas les réponses parce que c'était des métiers qui n'existaient pas à l'époque.
Donc, donc je me suis dit, ben, moi, ça m'intéresse. Moi, je veux le corps humain, les performances, optimiser, tout ça, ça m'intéresse. Et par rapport à ce que je faisais au hand, j'entraînais un peu au foot aussi. Et des bouquins, et puis discuter un peu avec Cometti à Dijon. Et je suis parti aux US, j'ai fait ce master de kin du sport. Je suis rentré j'ai eu la chance dans une fac assez prestigieuse au niveau académique, mais aussi au niveau foot, Virginia. Même à l'heure actuelle, c'est la fac qui a le plus gagné de titres universitaires aux US. Je crois qu'ils ont gagné 9 ou 10 de championnat, alors que derrière, ça doit être UCLA avec 7. Et puis, Virginia, arrivé là, hein, Virginia, ouais, Virginia, ok, ouais, d'accord. UVA. Et puis, je suis arrivé là-bas et je me suis mis en tant que bénévole. Donc, j'ai passé mon master de kiné du sport. Je me suis présenté au préparateur physique de la fac de UVA. Donc, lui, en gros, lui, il chapeaute tous les sports, hein. Le foot américain, c'est énorme. Le basket, c'est énorme. Et le foot, etc. Et puis, j'ai fait un été avec l'équipe de foot américain. Il a parlé au coach en haut, qui avait ce Français en bas, qui connaissait le foot, qui aimait le foot. Et je fais ça plus rapidement. Le coach est venu me voir, ils m'ont proposé un poste à mi-temps. J'ai bossé avec le foot. On a fait une saison extraordinaire. C'est ça qui m'a propulsé en gros, qui a fait que les gens ont entendu parler de l'équipe de UVA. Ils connaissaient. Par contre, ils disaient que physiquement, c'était quand même bien. Parce que ce mec-là, ce coach de UVA, il m'a dit, écoute, une fois tous les 4 ans, on a une pré-saison. Bah, Quentin, tu connais plus le foot NCAA, le foot universitaire, mais c'est super strict. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux, c'est quand même des étudiants. Donc, une fois tous les 4 ans, tu as le droit d'avoir l'équipe en stage en été, quoi. Et il se trouvait que c'était cet été-là, mon deuxième Une fois tous été. les 4 ans, pourquoi? Ouais. C'est pas Parce une que, régénération. parce qu'en fait, ton cursus universitaire, c'est 4 ans. 4 ans, oui. Donc, c'est Donc, c'est censé fourrière. avoir une nouvelle équipe, en fait. Non, non, c'est pas pour ça. C'est qu'ils veulent toujours. Enfin, ça a été. On peut parler pendant 10 ans du système NCAA, mais là, il y a une révolution il y a 2 ans maintenant, il y a les droits à l'image, donc maintenant tu peux partir d'une fac à une autre, ça a tout changé, c'était un tremblement de terre. Mm. Mais sur les 90 ans qui ont précédé, en fait, ils essayent vraiment de préserver le student athlete, l'étudiant athlète, quoi. Et donc, en fait, ils veulent absolument, ils restreignent drastiquement les temps d'entraînement, ça va jusqu'à la température des entraînements, les durées, etc. Donc, dans toutes les facs, tu as des officiers qui s'appellent compliance officers qui vont relever la température à l'entraînement parce que tu n'as le droit qu'à X entraînements avec une température au-dessus de, allez, je te dis ça, 35 degrés, c'est 90 Fahrenheit. Donc, et tu as aussi dans toutes ces règles-là, ben, tous les 4 ans, parce qu'un cursus universitaire dès 4 ans, donc ils veulent pas faire ça tous les étés parce que tu es censé étudier. Par contre, ils te disent, OK, on va leur donner un été tous les 4 ans, ce qui fait que chaque étudiant, dans son cycle, aura le droit à une vraie pré-saison. Préparation. Voilà. Ok. Donc, mon deuxième été, c'était ça. On est parti à Papendal, au centre technique hollandais. Donc, et moi, le coach m'a dit, écoute, Pierre, j'étais à l'américaine, hein, parce qu'on me l'a fait plein de fois. Il m'a dit, moi, je t'ai pas pris pour te brider. Montre-moi ce que tu peux nous apporter. Et donc là, tout ce que j'avais cogité pendant toutes ces années, les filières énergétiques, les préparations, comment faire ça. Et donc, j'ai mis ma méthode en place. On a une saison, en fait, sur 23 matchs, on a fait 22 victoires et un nul. Donc, alors, on avait une super équipe, hein, tu connais Quentin, ça va te parler, il y avait des Cal Martino, des Aleko Eskandarian, c'est des gars qui ont fini premier tour de la draft en MLS. Ces deux-là. Internationaux aussi, hein. Ils ont été internationaux. Ouais, internationaux, rookie de l'année, enfin bon, voilà. Mais donc on a fait cette saison-là et c'est ça qui a donné la puce à l'oreille au coach de la Fédé. Le coach de Virginia entraînait les moins de 18, il m'a pris en camp. On est parti c'était mon premier stage avec l'équipe nationale, enfin avec une équipe nationale US. On est parti à la Milk Cup en Irlande du Nord qu'on a gagné. Et à l'époque, c'était quand même pas. Quentin, je l'ai eu un peu plus tard. Là, on est en quelle année, là, plus ou moins? Là, on est alors, ça va faire vieux. Par contre, j'étais jeune à l'époque, hein. Donc là, on est mon année à UVA, c'était 99. D'accord, c'est pour un peu contextualiser un peu. C'est en 99, ouais. Après la Coupe du Monde. Je suis parti après la Coupe du Monde en France. Donc pour le coup, c'était vraiment novateur en plus. Ah oui, parce que là-bas, il y avait une vraie demande. Et surtout, il n'y avait rien en France. Parce que maintenant, on imagine la France telle qu'elle est maintenant, mais voilà, ça n'existait pas, quoi. Je sais pas, c'est demande l'année justement.
Parce que Ouais. voilà, quand on reprend le contexte, là, on se rend compte que Bah c'était ouais, c'est vraiment ça. du Donc racisme. c'était Inédit, quoi. 90, je suis parti. 99 première année. L'été 2000, c'était cet été où on a fait la pré-saison, saison 2000. Euh, les 18, c'était pareil. Ça devait être 2001 peut-être les 18. Donc là, ça se passe très bien avec les 18. Je suis toujours à UVA. Et là, le coach de UVA me dit, j'ai le coach de l'équipe nationale là qui me pose des questions et le connaissant, ça m'étonnerait pas que tu reçoives un coup de fil. Et effectivement, je reçois un coup de fil fin 2001 disant ils préparent la Gold Cup. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est l'Euro de la CONCACAF en gros quoi. C'était en janvier 2002. Et là, il me dit Pierre, bon, bah, est-ce que tu es dispo? Alors je dis ouais, ouais, je suis dispo. Ouais. Donc là, ils m'ont fait venir en tant que vacataire. J'ai fait que la prépa, j'ai pas fait la Gold Cup. Donc je les ai eu pendant 3 semaines. Et là, pareil, Bruce Arena, il m'a dit la même chose. Il m'a dit écoute, bon, j'observe quand même UVA depuis un bout de temps. Je dois préciser que son fils joue à UVA. Ça aide aussi. Ok. Euh, donc, il voyait tous les matchs. Donc, il voyait un peu l'évolution et la transition par rapport aux années précédentes. Et, euh, et donc, j'ai fait la prépa de cette Gold Cup 2002 avec pas mal de joueurs qui maintenant sont coachs. Tu vois, des Greg Berhalter, des Benny Olsen, des coachs de MLS. Là, j'en ai avoir 10 dans cette équipe. Josh Wolf. Et donc, ils ont gagné la Gold Cup. Et la Gold Cup, je crois que c'était que la 3e fois à l'époque que les États-Unis gagnaient la Gold Cup. Il faut revoir aussi dans le contexte que cette équipe américaine, en 98, elle a fini dernière en France. Donc maintenant, on a une autre représentation. Donc bref, ils gagnent la Gold Cup, et puis après, il y a 2-3 matchs internationaux. Et moi j'ai fait que la prépa, donc je suivais ça avec attention, évidemment. Et là, le même coach de UVA me dit, Pierre, à mon avis, le connaissant, il va peut-être t'appeler pour la Coupe du Monde. Et effectivement, j'ai eu un coup de fil pour est-ce que tu es dispo pour la Coupe du Monde 2002? Oui, et donc je suis parti avec eux et on a fait un quart de finale. Et je pense qu'on pourrait même mériter d'aller en demi, très sincèrement, sur cette Coupe du Monde. Et après, ils m'ont proposé un plein temps et après, c'est parti. Encore en 2002? Perdre contre l'Allemagne. On perd en quart 1-0 contre l'Allemagne. Ah, Balak, c'est ça? Non, qui met la tête? C'est Balak, Balak. ouais. Ouais. Par contre, il y a aussi, on tape 3 fois les poteaux et il y a aussi, parce qu'Oliver Kahn fait un match de malade en plus, il tape les poteaux. Et il y a aussi, s'il y avait eu la VAR à l'époque, ben il y avait penalty carton rouge. Parce que sur un corner, c'est Greg Berhalter, l'actuel coach des US. Ça passe en dessus d'Oliver Kahn et t'as, comment il s'appelle lui, Thorsten Frings qui est au poteau et qui sort le ballon de la main comme ça, quoi. Donc tu regardes, si tu tapes Thorsten Frings USA, et tu vas voir que t'as le mec au poteau, le ballon sur la ligne, Kahn par terre, et il a le ballon sur le bras comme ça, sur la ligne de but. Ouais, L'arbitre le voit pas. c'est du chauvinisme. L'arbitre C'est le voit pas. un bateau d'avance, en fait. Arrête. C'est trop en avance sur ton temps, c'est pour ça. Du chauvinisme à l'américaine, arrêtez ça. Non, mais écoute, moi je suis en train d'échauffer, je suis sur la ligne, tu vois, je suis en train d'échauffer les remplaçants, et là tout de suite, non justement, parce que tu vois, c'est la différence de professionnalisme. Là, tu prends cette équipe US, même 10 ans plus tard, hein, il y a un mec qui le voit, t'aurais eu 10 mecs autour de l'arbitre, mais sauf qu'à l'époque, pour eux, tu vois, c'est un peu tout est neuf, donc t'as un gars qui à peine va voir l'arbitre, Landon, t'as Berhalter qui l'a vu par terre, qui dit un petit quelque chose à l'arbitre, donc tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Par contre, moi, j'ai rien vu. Je te dis, je suis en ligne avec le but, avec les joueurs au porte de corner, et on perd 1-0. Et à la fin du match, t'as Klinsmann qui descend, il dit toutes les télés, il y a main. Ouais, ben bon, on l'a pas vu. Et l'arbitre, c'était Hugh Dallas. Il l'a pas vu non plus. Bref, donc là, c'est parti. Il me propose un plein temps, et là, je pars avec la Fédé. 2006, je pars 1 an au Red Bull. Je reviens avec la Fédé. La Coupe du Monde 2010, et en 2011, je pars aux Émirats faire à peu près ce que je faisais aux US, c'est-à-dire organiser la prépa physique à la Fédé, mettre en place le diplôme de préparateur physique que j'avais mis en place à la Fédé américaine. 3 ans là-bas, et après c'est là que ça commence à se compliquer, parce qu'en 2014, en gros, j'arrête. Vas-y. Stop Friday. Take a brave out. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Non, voilà. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas à la moitié encore là. Non, et on est même 2014. pas là. On est marquez bien pour celui qui est en 2014. Et moi, j'avais une question par rapport à, parce que de prof de sport, tu vois, prof de sport, handball, on en arrive. Là, tu as raconté comment tu es arrivé dans le football. Mais moi, je parle de toi, la personne, Pierre, l'être humain, le jeune. Est-ce que tu aimes le foot? Est-ce que tu aimais le foot pour en fait... Oui. Non, mais vraiment, dans le sens, parce que voilà, je me pose la question aux gens. Est-ce que vraiment tu étais un mordu du foot pour aujourd'hui, après, peut-être rêver
à un moment donné tu vois, je sais pas, de préparer certains joueurs, est-ce que tu les regardais de la même manière que on en parlait la semaine dernière? Ricky, il avait des panini, on avait tous des panini. On se crée une certaine narrative et tu vois, une certaine idéologie du monde du joueur. On idéalisait certains joueurs. Est-ce que toi, déjà, tu voulais être joueur? Et Ouais. si tu voulais, comment t'as shifté, tu vois, vers le truc du métier, entre guillemets, pas annexe, mais pas footballeur, mais dans l'industrie du football? Première question, que j'aimais le foot, ouais, j'ai toujours été un malade de foot. Donc, j'avais, tu vois, j'ai des photos, j'ai fait tous les maillots, j'ai des photos à travers tous les âges, tu vois, l'évolution des maillots. Euh, D'ailleurs, je vais te raconter une histoire. J'ai donné rendez-vous à ma femme à l'époque actuelle. Mon premier rendez-vous galant, je l'ai raconté à Quentin. Je lui ai donné rendez-vous sur la tribune Moselle. Je lui ai dit, écoute, il y a un match contre Nancy, j'ai des tickets. Si tu veux venir, je serai là. C'était mon premier rendez-vous. C'était pas resto Champel. Et elle est venue. Elle est venue. And the rest is history. Euh, donc, Elle peut vraiment t'apprécier, hein. ouais, ouais. Et t'imagines, elle était derrière le but, debout à l'époque. Hein. C'était pas les tribunes de maintenant. C'était la tribune Canal que tu connais. C'était debout. Fan de Nancy, alors. C'était à Metz-Nancy. Elle habitait À son Metz, père. à Metz, Nancy. Metz. Hein? À Metz? Ouais, Metz, ouais. Bref, et non, oui, donc oui, j'ai toujours été un malade de foot. J'ai fait du foot et du hand, les deux, comme un fou jusqu'à 16 ans. Et c'est là que mes parents m'ont dit, bon, j'étais nettement meilleur au hand. Et ils m'ont dit, bon, il faut peut-être décider. Par contre, je me suis jamais vu, j'ai jamais rêvé ou vu, imaginer que j'aurais la chance d'être joueur. Ça, non. Je suis quand même réaliste. Et puis j'étais toujours un peu plus porté sur l'étude et j'étais tellement meilleur au hand que voilà. Par contre, oui, au hand, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, est-ce que je veux vraiment en faire mon métier? Mais bon, à l'époque, sauf l'équipe de France, tu vois, c'est difficile. Donc c'est pour ça que et à l'école, ça se passait plutôt bien à l'école. Je te dis, j'ai eu mon CAPES assez jeune. Donc, alors ça c'est pour est-ce que j'adore le foot? Non. Donc j'ai joué, oui. J'ai pas mal de potes, notamment à la fac, qui étaient pros. Donc j'avais un pote, vous connaissez Paul Fischer par exemple, qui à l'époque était Oui, bien sûr. À Nancy. hein, ouais. Donc j'ai Latéral. toujours un peu, ouais, latéral central, un peu, il y a pied carré, donc tu peux mettre n'importe où. Très rapide, très physique. Donc voilà, j'ai toujours baigné un peu dans, tu vois, autour des terrains, regarder les entraînements, j'avais toujours le cerveau en marche, quoi. Et après, très sincèrement, dans les études de prof de sport, donc dans les cycles de sport co, j'étais toujours plus ou moins foot. J'avais vraiment ce truc en moi d'avoir cette méthode de prépa physique que je voulais mettre en place. Parce que c'est vrai qu'en France, et Ricardo, il en est témoin en ce moment, bon, tu passes tes diplômes à l'INF, il y a une méthode qui t'est un peu imposée. Et moi, en fait, j'ai fait mes formations, je suis autodidacte. Je dis pas ça pour me faire mousser, parce que c'est vrai. J'ai fait mes formations à la FFF après avoir mis mes idées en place. Donc voilà, et c'est ma méthode. En gros, il y avait beaucoup de cours, c'est basé sur les filières. Et le reste, je l'ai appris sur le terrain. Je l'ai appris à UVA, je l'ai appris pendant ces années-là, pour avoir une méthode un peu plus spécifique ballon, quoi. Et tu vois, Pierre, nous, ce qu'on aime beaucoup souligner dans ce podcast, parce qu'on a énormément d'auditeurs qui adorent le foot, et donc, comme tu viens de le dire, t'es rentré dans ce milieu du foot par passion et parce que t'as trouvé, en fait, ta vocation dans le sport que tu aimais. Et c'est ce qu'on aime, hein. On a eu Mathieu Lille-Palette, qui est senior vice-président à Opta, qui est presque plus involved dans le foot que nous tous, alors qu'on en a vécu du foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on aime bien faire un panel de tous les métiers, ou en tout cas avoir assez de gens, même les journalistes. Nico Villas, la semaine dernière, nous disait, mais il est en contact incroyable et il est baigné dans le foot maintenant, presque plus, il sait presque plus de choses que nous, les footballeurs pros. Moi, je voulais juste parce qu'il y a quand même un statut, tu vois, et tu quittes la France, où à l'époque, comme tu dis, en 99, les prépas physiques, c'était footing en forêt à 7h du mat et tu cours comme un sourd, tout le monde au même rythme, zéro différenciation. Enfin, tu connais, c'était un truc vraiment très, très standard. Et fast forward 30 ans, maintenant, tu es directeur Head of Sport Science. Voilà tes titres. Enfin, voilà, je sais que tu as aussi Head of Performance, enfin, tu as l'équipe Performance, Sport Science. Voilà, la définition, je suis parti chercher, il n'y a même pas une définition bien stricte, mais une description que j'ai bien aimée, et si on pouvait ensuite avoir ton avis. La Sport Science fait partie d'une équipe pluridisciplinaire ayant pour but le développement athlétique de l'athlète et l'optimisation de ses performances à l'entraînement et en match.
Ouais, alors des définitions, tu peux en avoir une tonne. Oui, oui, alors c'est une bonne définition. Moi, très sincèrement, pour décrire mon job, je dis, tu es en charge de tout sauf du tactique. Et donc ça comprend la prépa physique. Alors tu connais qu'il y a des structures différentes. Est-ce que tu es aussi en charge du médical ou pas? Est-ce que tu C'est ça, en supervises le fonction médical de ou pas? l'arrivée dans tes clubs. Mais ouais, si tu pouvais nous décrire un tout petit peu, justement, et ce rapport au médical qui est super Ouais, intéressant pour ouais. vous, les sport scientists, et Mm. surtout, la différence et le step-up que ça a par rapport à ton entrée à la Fédé américaine comme prépa physique, j'ai Ouais, envie de ouais. dire. Tu sais, donc, déjà, avant de rentrer à la Fédé américaine, l'une chose que j'ai faite, c'est pour ça que je suis parti aux US, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'athlète à la Fédé américaine, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'haltérophilie, tu vois. J'ai fait un stage avec les New England Patriots, j'ai fait un stage aux Wizards, et je regardais en gros dans tous ces sports-là, en plus des diplômes d'entraîneur dans ces disciplines-là, qu'est-ce qu'ils font pour t'améliorer physiquement? Dans les autres sports, qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Et qu'est-ce que je peux appliquer au foot? Tu vois. Et donc, pour en Mhm. revenir à cette époque au USA, il n'y a pas de diplôme de prépa physique à la Fédé de foot, comme en France. Euh, et à la Fédé, je suis le premier préparateur physique. Donc, en gros, c'est Rémi Brica, one man band. Hein, tu fais tout seul. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. On parle de cardio, c'était Polar, c'était des technologies qui maintenant sont pas dépassées parce qu'on utilise toujours les cardio. Mais voilà, il fallait faire tout seul. Fast forward 30 ans, comme tu dis. Maintenant, tu as des équipes pluridisciplinaires. Alors, dans l'ordre des évolutions, tu as eu d'abord le cardio. Ensuite, on est passé au GPS. Ensuite, on a rajouté les data, big data, tu vois, ce qui est important. Euh, et là, je pense qu'on va passer très vite au visual tracking. Donc, je pense que les GPS, ça fait 5 ans que je dis ça, mais je pense que le temps de vie des GPS est compté. On va passer à autre chose. Donc, donc forcément, là, tu peux plus être tout seul. Et forcément aussi, tu peux pas être un expert dans tous ces milieux. Faut pas exagérer. Et en plus, tu mets le médical. Donc, le job, dans l'organisation, on a été ensemble à Toronto. Avant, c'était la même chose quand j'étais au Galaxy, où là, j'étais en charge de tout, on va dire. Pour moi, je vois ça surtout un job de manager. C'est moins terrain que manager une équipe pour que ton équipe à toi, déjà, fonctionne de manière plutôt huilée. Et parce que quand tu as 13 personnes, forcément, c'est une petite armée, c'est plus qu'une équipe de foot. Hein. Ouais. Donc il faut que chacun se trouve sa place, crée les conditions pour que chacun puisse s'exprimer et son mot à dire. Donc c'est vraiment du management. Et moi, ce que j'ai fait récemment, après tous mes diplômes en, en- en lien avec le physique, je me suis intéressé au mode de management pour être le plus efficace dans cette situation. Alors aussi, quand tu supervises le médical, par contre, il faut avoir un background minimum médical. Donc, moi, ma validation, c'est ce master de kiné du sport que j'ai passé à UVA. Parce que ça pose problème ou alors le diplôme de FIFA Medicine que j'ai passé aussi. Mais bref, dans certains clubs, il y a le directeur du médical, le directeur de la prépa, qui bossent en tandem. Dans d'autres clubs, il y a soit un gars du médical qui supervise tout, soit un gars plutôt issu prépa physique qui supervise tout. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'aligne sur tout ce qui est entraînement des joueurs. Euh, déjà, il faut que le joueur soit en bonne santé. Il faut pas qu'il y ait de blessure, d'accord? Pour optimiser, ta définition, optimiser ce potentiel, si tu es blessé, tu risques pas d'optimiser ton potentiel. Donc, un, Mhm. être sûr que le joueur puisse s'entraîner, et deux, optimiser sa capacité à entraînement et sa résistance à entraînement pour ensuite optimiser son potentiel. Comment? Ben, au jour le jour, on peut en parler. J'attends les questions, mais c'est une organisation. En gros, tu gères une équipe et tu es avec le joueur au centre du système pour essayer de l'aider au mieux pour qu'il Juste pour puisse nos performer. auditeurs et continuer sur cette question, les 13 personnes, tu peux nous décrire leur poste juste avant que Seb enquille sur autre chose parce que Ouais. je sais qu'il y a énormément de gens intéressés qui vont se dire, wow, attends, tu passes de prépa physique un peu à un peu tout seul et en 20 Mm. ans, tu t'arrives à la tête de 13 personnes, médicales compris, mais ça consiste en quoi tous ces rôles? Moi, je le sais, on a bossé ensemble, Ouais, ouais, mais ouais, bossé ensemble en 2005 où tu étais tout seul et on a ouais. bossé ensemble en 2022-2023 où tu avais cette armée. Tu nous J'avais quand même un assistant en 2005, mais tu le voyais pas. Euh, là, l'armée, très simple. Alors, côté médical, il y a déjà on va dire quatre physios, hein, quatre kinés. Quatre kinés. Alors, dans ces kinés-là, moi, dans la mesure du possible, j'aime bien que chacun ait plutôt une spécialité, pour que chacun amène des choses différentes. Donc, spécialité, ça peut être l'acupuncture, ça peut être
pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est quelqu'un qui ait des mains. Et par main, je veux dire, alors je pense en anglais, il faut que je traduise, deep tissue massage, le massage profond, tu vois. Parce que ça, c'est des techniques, voilà, c'est des gens ont des spécialités, des gens ont des dons que d'autres n'ont pas. Et juste en J'avais un passant, gars, Pierre, t'inquiète pas, hein, quand tu parles anglais, ici, il y a un autre Américain, il y a un Anglais, il y a un Nigérian. Donc, ok. il n'y a pas de problème. Allez, ça, allez. Je savais pas où ça allait, j'ai compris. C'est un podcast totalement bilingue, t'inquiète pas. C'est bilingue, t'inquiète pas. Totalement bilingue, trilingue, t'inquiète pas. Parle en anglais, tout le monde. So deep tissue massage, quelque chose profond qui fait pas du bien. Donc oui, donc je pense à une personne qui était au Galaxy, qui est toujours au Galaxy, qui a un vrai don à ce niveau-là et qui aurait pu partir. Mais bon, lui, là je l'ai vu le week-end dernier dans les élites, il est encore là. Et tous les gars passés au Galaxy lui ont demandé, un Ibra lui a demandé s'il pouvait pas partir avec lui. Avant David, pareil, est-ce que tu peux partir avec moi? Mais bon. Donc ça, c'est des mecs, c'est bien d'avoir des spécialités. Ensuite, tu vas certainement avoir un gars qui sera plus ou moins. Alors ça, c'est le côté médical et toutes les spécialités médicales. Donc tu dois avoir maintenant en MLS, tu es obligé d'avoir ça devient compliqué là. Tu as les athletic trainers. C'est un job qui n'existe qu'aux US. Donc, c'est entre le masseur, le kiné du sport. C'est un kiné, mais appliqué au sport. Mais le kiné, comme on l'entend en France, ça s'appelle physical therapist. Et jusqu'à présent, en MLS, tu n'étais pas obligé d'en avoir un. Sauf que maintenant, depuis un an, tu es obligé d'en avoir un. Tu es obligé d'en lister un, qu'il soit employé ou non, c'est autre chose. Donc 4 kinés, un physical therapist, un kiné à la française, on va dire, un chiropracteur, un gars qui puisse manipuler, un ostéo qui puisse manipuler, et puis toutes les spécialités médicales, alors plus ou moins à plein temps, bon, un peu comme n'importe quel staff. Donc ça, on en est à 6. Après, tu peux passer du côté maintenant de la prépa en tant que telle. Donc il y avait moi, il va y avoir un prépa physique plus terrain, le gars qui va, en gros, on va bosser en tandem. Ouais, il va mettre les idées en place, on va se partager un peu le terrain. Il va avoir un assistant, un gars qui est un peu en dessous qui nous aide, et il va y avoir un prépa physique qui sera plus en charge du retour de blessure. Okay. Un rehab, yes. Rehab trainer, ok. Donc si possible, ce prépa physique, il faut qu'il ait aussi une petite base médicale, ok. Et ensuite, tu as la nutrition. Donc tu vas avoir 1 ou 2 nutritionnistes, ça dépend des clubs. J'en avais 3 au Galaxy, par exemple, parce que le sponsor, c'est Herbalife. À Toronto, il y en avait une qui était à mi-temps. Donc, tu vois, c'est un peu différent que j'ai fait venir là. Et après, tu vas avoir ce que j'aime, si possible, c'est d'avoir quelqu'un au niveau du psychologique, du mental. Donc, parce que ça, c'est la nouvelle ère. Bon, c'est pas nouveau, mais je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut faire des différences. Donc, ça avait 1 ou 2 personnes en charge de ça. Donc, voilà, on arrive à peu près à une équipe de 12-13. Quand tu regardes ta manière on va dire, de procéder, ta méthode, est-ce que tu as une méthode déjà bien à toi que tu as créée? Est-ce que nous qui sommes européens, tu vois, européens, et tu as beaucoup voyagé, tu as commencé aux States, est-ce que ta méthode, elle est vraiment influencée américaine? Parce que je sais que les Américains, pour avoir beaucoup été aux États-Unis et pour travailler beaucoup avec des Américains, le sport, c'est vu différemment de chez nous. Ça veut dire que pour moi, il est, comment on dit ça en français, mais c'est vraiment élitiste, c'est reconnu. Le sportif, on dit le student athlete, mais c'est vraiment, voilà, c'est reconnu. Est-ce que aujourd'hui, moi, pour voir les Américains, comment ils sont à fond dans le côté physique, tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs américains, beaucoup de coachs américains, et le côté athlétique de la chose, tu vois, j'ai été aux États-Unis à Nashville faire un keynote speak par rapport au soccer, à l'art du football. Tu vois, c'était par rapport à l'art du football. Et parce que aux États-Unis, c'est beaucoup data-driven. C'est beaucoup basé sur des data. Et Thierry Henry, il le disait beaucoup aussi. À quelle hauteur je saute. Enfin, tu vois, ce genre de pensée très, très physique. Comment toi, dans ton approche, qui au final, tu étais quand même européen, français, mais devenu américain, est-ce que dans ta manière d'opérer en Europe, tu as réussi à convaincre les gens de ce côté un peu vraiment physique, over, comme il dit Quentin, over l'art du football, le QI football. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la question que je posais aussi. Exactement la même chose.
D'ailleurs, j'ai oublié de noter dans le staff, j'ai oublié de noter ce qu'on appelle maintenant le sport scientist, le mec qui n'est en charge que des data, quoi. Donc, c'est important. Ouais. Parce que Euh, alors, la méthode que j'avais moi, et que j'ai plus ou moins toujours maintenant, elle est basée sur la course. Donc, et tu as vraiment raison de préciser qu'il y a des différences de mentalité. Et moi, je résume ça comme ça. Bah, tu as parlé de Quentin. C'est que un Américain et un Anglais, parce que j'ai toujours toi qui est là-bas, les Anglais, c'est le cousin européen de l'Américain, hein, ils vont mettre en valeur le travail et l'effort plus que le talent. D'accord? Donc, alors je peux te sortir des quotes qui sont sur les murs un peu n'importe où. Donc, ils vont respecter ça. Ils vont avoir beaucoup plus de respect, en gros, pour un mec moyen, mais qui bosse comme un malade et qui réussit, plutôt que le latin qui va dire, putain, ce mec-là, qu'est-ce qu'il est doué, tu vois. Et même si c'est pas, voilà, il n'a pas les mêmes capacités physiques, parce qu'il les a pas ou parce qu'il les travaille pas. Donc, quand moi j'ai mis mon truc en place là-bas, je dis toujours que je serais incapable. Je suis toujours très pote avec Robert Pires. Donc, euh, je suis à 100% persuadé, et de toute façon c'est un fait, que je n'aurais jamais été capable de mettre ma méthode en place avec l'équipe de France. Impossible. Parce que c'est pas les mêmes statuts, c'est pas la même culture. Déjà, je ne serais jamais retrouvé en équipe de France, vu mon parcours. Jamais quelqu'un m'aurait dit tiens, toi, je vais te prendre, montre-nous ce que tu sais faire. C'est pas la même culture. Parce que moi, j'avais des gars qui en fait ne jugeaient pas. J'avais des gars qui jouaient dans tous les clubs européens quand même, hein, à l'époque, même à l'époque. Hein. Mais eux, ils arrivaient et ils savaient que pour avoir une chance de performer, ben, il fallait qu'ils dominent dans un domaine. Et leur idée, c'était de dominer dans le domaine physique. D'accord ? C'était vrai aussi de la Corée du Sud à l'époque, qui organisait la Coupe du Monde. Moi qui étais en relation avec leur prépa, Raymond Verheyen, qui a un nom dans la prépa physique, on s'était vu cette Gold Cup 2002 et il leur en mettait plein la gueule. Et plein la gueule. Bon, pourquoi ? Parce que c'est une mentalité asiatique basée sur le travail, le respect, et puis ils voulaient aussi avoir cet avantage physique qu'ils avaient. Hein. Les deux équipes à l'époque, dans la Coupe du Monde, ça a été nous et la Corée. Et donc les Américains ont dans son tête, au niveau football, là je te dis, d'essayer de dominer physiquement, à la course. Au moins. Et après, advienne que pourra, pourquoi ? Parce que ce domaine du physique est quelque chose que tu peux contrôler. Alors que le reste, il y a beaucoup plus de paramètres. Par contre, là, ils se disent, si on bosse là, de cette façon-là, on sera prêt, et après, ben, on sera battu, mais peut-être dans un autre domaine. C'était la mentalité, et ça a été la mentalité 2002, 2006, 2010. Quand j'ai fait une saison en France, c'était au Havre, en Ligue 2, et c'était difficile parce que ben, t'as pas le même vécu, t'as pas le même statut avec les joueurs, c'est une méthode complètement différente. Et vous trois qui ont été ou sont joueurs, il y a ce qu'on appelle des crutches en anglais, c'est-à-dire que, et c'est la manière de coacher qui fait la différence, où là, il y a des joueurs, s'ils ne font pas quelque chose auquel ils sont habitués, ben, ils ne vont pas se sentir bien, quoi qu'il arrive. Donc, et donc, alors après, avec l'expérience, il faut savoir, quand tu me parlais de ma méthode n'est plus du tout la même en 2000, et encore heureux, en 2023-24 qu'en 2002. Sinon, ce serait trop facile. Il faut savoir s'adapter aux technologies, au goût du jour, aux personnes, et puis on apprend. On apprend. On apprend par l'expérience, on apprend par apprentissage, par essai et erreur. On fait des choses qui marchent pas, et il faut savoir pourquoi ça marche pas, et puis on fait des choses qui marchent et on les garde. Donc au Havre, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était la méthode quote unquote 3F. Il fallait faire du 10-10, du 15-15, du 30-30, sinon c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu le même souvenir, enfin j'ai les mêmes souvenirs où j'ai eu la même expérience quand j'étais à Ajaccio. Parce que moi, tu sais, moi je suis très tôt à la Roma, donc bon là-bas ils ont une culture aussi de la prépa physique qui est particulière, différente, très très différente. Bon après bien ou pas, c'est encore un autre débat. Et quand je suis arrivé à Ajaccio, c'était en 2012, mais en 2013 est arrivé Ravanelli, qui était donc italien, tout ça. Il est venu, tu dois connaître, hein, il est arrivé avec Ventrone, le fameux préparateur physique de la Juve, qui est aujourd'hui décédé. Et il arrivait à Ajaccio avec des procédés totalement italiens. Italiens dans le sens vraiment strict du terme. Et ça n'a pas manqué. Hein. Les joueurs, ils ont pas adhéré du tout. Blessure en cascade. Il s'est fait licencier au bout de 3-4 mois. Et puis après, à la fin, on descend parce que la prépa, elle a pas été cata en soi.
parce que c'était une prépa comme moi je connaissais à mon époque, que moi j'ai totalement intégré, mais que l'équipe Trop différent. trop différent, et du coup, Ouais. ça fait l'effet inverse. Après, attention, hein, c'est au niveau physiologique, c'est une erreur de faire quelque chose complètement différent. Il faut voir le groupe que tu as en face de toi. Si tu as le groupe qui a fait un travail A pendant 6-7 ans, tu peux pas ne faire 0% du travail A et 100% d'un travail B. Ça va pas. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Par contre, c'est la réception, c'est la manière dont tu le présentes et la réception aussi des joueurs, parce que on en revient au préparateur mental, le cerveau contrôle le reste. Donc, si au bout d'un moment, tu as des joueurs en défiance devant toi parce que c'est différent, bon, la méthode italienne est lactique, donc ça fait mal aux jambes. Dans l'effort, Bon, ouais, exactement. oui, Ouais. donc il faut savoir présenter tout ça. Il faut que les joueurs soient persuadés du bien fondé de ta méthode. Moi, la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai eu ces joueurs-là qui n'avaient pas d'a priori, ils m'ont dit, allez, vas-y, fais-nous. J'ai entendu parler que ça marchait pour la Gold Cup, on l'a gagné. Les mecs, parce que à la Gold Cup, les mecs, il m'a dit, Pierre, attention, tu me fais rigoler là, tu nous en as mis plein la gueule, c'est vrai, on a gagné. Mais attends que King Claude, on avait Claudio Reyna à l'époque qui jouait à Man City, il m'a dit, attends que King Claude arrive et tu vas voir ta méthode. Je me rappellerai toujours. Et Claudio Reyna est arrivé, il a dit, bon, écoute, moi j'ai entendu parler de ce qu'ils ont fait, ils ont des bons feedbacks, allez, on y va à fond, quoi. Donc eux ont fait. Et oui, ils ont fait une prépa, ça a marché, ils ont fait des effets. Après, c'est gagné, la confiance est établie, il y a plus ce problème, t'as plus à les convaincre. Et c'est vrai que en Europe, mais j'ai la même expérience à Leeds. À Leeds, on est arrivé après 4 ans de Marcelo Bielsa. Bah, c'est ce que j'allais dire. T'es arrivé à Leeds et Ça faisait 4 ans que ces gars-là avaient les stats physiques les meilleurs enfin, Championship et après Premier League. Donc nous, si tu regardes les 10 mois qu'on est resté à Leeds, on avait les premières stats physiques et de loin au niveau des sprints, distance à high intensity en Premier League. On avait un groupe qui était conditionné à l'effort. C'est-à-dire qu'il fallait les convaincre qu'ils en avaient fait assez, parce que pendant 4 ans, ils s'en avaient chié, et ils avaient vomi, et il y avait eu un nombre de blessés incalculable, mais ils avaient des résultats. Donc c'est un groupe qu'il fallait réassurer qu'ils en avaient fait assez, parce qu'ils voulaient toujours en faire plus. Donc c'était vraiment déjà que les Anglais en général, bon, ils ont cette culture de la force qui existe beaucoup en Première Ligue, beaucoup moins en Ligue 1, très peu en Espagne. Et peut-être en Italie, il y en a un peu quand même, mais c'est vraiment, voilà, en Première Ligue, il faut bouffer de la fonte, il faut faire lower body, upper body, tu vois. Donc pour un gars comme moi, c'est facile, c'est la même chose. Mais Justement, par rapport à ça, j'ai une question, excuse-moi Pierre. Hmm. Je veux seulement ton opinion, parce qu'on parle beaucoup seulement des joueurs français ou des joueurs étrangers qui changent de pays, qui changent d'atmosphère ou on va dire, d'écosystème, si je peux le dire ainsi, et ils n'arrivent pas à s'adapter. Est-ce que tu penses que le critère physique, ça joue un grand rôle? Comme tu le disais, par exemple, quand on parle d'un côté physiologique A, et tu changes de pays, tu changes de ligue, tu changes de club, tu changes même de standing, tu passes aussi, on va dire, un côté physiologique B. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi une des causes dans lesquelles des fois les joueurs n'arrivent pas à s'adapter à leur nouveau club ou à leur nouveau coach? Tu penses qu'au standard d'entraînement, tu parles de quoi? Critères du foot et tout ça. Non, en général, ils s'adaptent. Non, je pense pas que ce soit une des raisons pour lesquelles tu vois, ça marcherait ou ça marcherait pas. Non, parce que ça c'est quelque chose qui est dans la mesure du possible. Si tu adhères mentalement, tu vois, et si ça marche, alors évidemment, si tu me dis qu'à Ajaccio vous avez une tonne de blessés, forcément il y a quelque chose qui va pas. Mais au contraire, je pense que c'est vraiment pas les joueurs. On voit que les joueurs français s'adaptent à l'étranger, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça dépend du cadre. Je vais pas me présenter comme un expert de l'Angleterre. J'ai fait 3 clubs, donc c'est vrai que moi j'ai fait des clubs dans les clubs où j'étais, que ce soit à Sheffield Wednesday, à Swansea City, il y avait des cadres. Ce que je remarque par contre, c'est que comme en France, on parle de fractionner 10-10, 15-15, 30-30. En Angleterre, si tu veux vraiment définir un peu ce qui fait, j'étais pas été à Tottenham, donc ça m'intéressait d'écouter ce que pense Sébastien. C'est vrai que le découpage de l'Angleterre, et Quentin, tu as connu Steve à Toronto, qui avait passé 15 ans à Derby County, qui est venu comme mon assistant. Steve est arrivé avec format anglais, où lui, il fallait faire une séance les jambes, une séance les bras, et une séance de prévention. Alors que moi,
mon concept, c'était plus de mélanger tout le temps. Et ça passe en MLS. Par contre, si tu arrives en Angleterre, tu ne peux pas te permettre de pas adhérer à ce concept, un peu comme les joueurs français tiennent au fractionné, les Anglais tiennent, et quand je te dis anglais, les clubs anglais, hein, parce que moi, ce que j'adore là-bas, c'est que c'est des rosters internationaux, ça vient de ça, c'est cosmopolite, ça vient de partout dans le monde. Mais le cadre est tel que, c'est pour ça, Seb, tu me diras, c'était comme ça, c'est que tu as ta séance de jambes, lourd, hein, attention, hein, lourd, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à Toronto, au Galaxy, c'est un peu plus. Et ta séance de haut du corps, et je pense que c'était en plus exacerbé à Leeds, parce que ils sortaient de 4 ans de Bielsa, et ils avaient un effectif qui était fait pour le boulot, quoi. C'est un peu comme... Et moi, j'arrivais avec un coach Red Bull. Un coach Red Bull qui lui aussi en gros, recrute en fonction des critères physiologiques des caractéristiques physiques et physiologiques du joueur. Donc, pour répondre à ta question, c'est aussi quelque chose qui peut jouer soit en faveur, à défaveur d'un joueur, c'est-à-dire que maintenant, avec le big data et tout ça, si tu as des clubs qui ont un style de jeu bien établi, et Red Bull, c'est le cas, ouais. Je pense qu'avant de te signer, s'ils te signent, c'est qu'ils pensent que tu peux vraiment... Ils sont identifiés déjà, ouais. Alors, Seb, raconte-moi, Seb, ça m'intéresse. C'est avant, c'était l'Angleterre, tu vois, quand je suis arrivé en Angleterre, moi, c'est marrant, parce que quand je suis arrivé, j'étais en France, j'avais fait la pré-saison avec Metz. Je sortais d'une pré-saison avec Metz, et je vais en essai. Bref, pour la petite histoire, on s'en fout de ça, mais je vais en essai pendant la pré-saison, parce qu'en Angleterre, on reprend après. Donc moi, j'avais commencé ma pré-saison, j'étais parti, voilà, en forêt, on avait commencé beaucoup de foncier. À l'époque, c'était la méthode allemande. C'était inspiré de l'Allemagne, cours, et puis ça va te former le mental, parce que tu peux courir. C'est long et c'est fastidieux. J'arrive en Angleterre, tu parlais de mental. Moi, vu que je viens en essai, je m'adapte à tout ce qu'on va me proposer. Et là, on fait une séance à haute intensité. Et moi, je veux vraiment, vraiment prendre part à la séance. Et Kevin Keegan, à l'époque, il me dit, tu sais quoi? Il voit que je souffre. Il voit vraiment que je souffre, même si je suis jeune et je suis déterminé, je ne veux pas le montrer. Au bout d'un moment, il a l'œil, les physios, le sport scientist, il lui dit, attends, le petit, et il me met sur le côté. C'est quelle année, ça? 2008. Ok. Et il me met sur le côté. Il me dit, t'as fait le premier bloc, tu fais pas le reste. Et je lui dis, non, j'ai envie. Enfin, avec mon anglais cassé, je lui dis, ouais, broken English, là. Je lui dis, non, j'ai envie. Il dit, non, ici, c'est pas la France où vous allez en forêt, vous courez comme ça. C'est ça qu'il me dit. Il me dit ça. Oui, c'est pas la France. Ici, c'est du box to box. Tu vois comment ils sont, les Anglais, très, très chauvins aussi, de dire que, ouais, nous, on n'est pas la France. Et là, parce que j'ai failli vomir. Et en fait, je vois ce que c'est. Je comprends, et je vois l'intensité à l'entraînement. Mais oui. Et après, je comprends pas parce que on me dit, je vois pendant la séance, on me dit, ouais, là, aujourd'hui, vous allez faire haut du corps. Mais on fait haut du corps, et le mec, il tape, à l'époque, vraiment, muscu. Pas, muscu du haut du corps et tout. C'était à Newcastle. Et les mecs, en fait, c'était une culture. Je voyais des gens, ils venaient, créatine, tu vois, et sur les steaks le matin. Et enfin, vraiment, cette culture de, ouais, il faut être fort. Et moi, avec on va dire, mon wiring, ma programmation, moi, tu m'envoies pas en salle de gym faire du haut du corps. Et c'est là où ils me disent, vu que tu es trop frêle, on va te mettre en cure de créatine. Et tout. Non, mais je tiens au duel. Non, dans leur tête, mon agressivité naturelle, ma force naturelle, c'est pas assez. Il faut qu'il ait un bras, tu vois, un peu plus costaud et ça. Et là, j'aimais une résistance. Je vais pas à la gym. Moi, j'aime pas aller à vos histoires de muscu. Dans l'excès. Là, ça commence déjà dans ma tête, mais bon, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait. Et je pense que tu parlais de médical, ça a déréglé mon système immunitaire. Déjà, la créatine, le fait d'avoir pris un certain... Ça a déréglé. Tu sais que la créatine, moi, quand j'étais à UVA en 2000, donc en 99, ma première saison en tant qu'observateur, j'étais bénévole avec une pointure de la prépa physique, nommé préparateur physique de l'année en NCAA en 99. Donc les joueurs foot américains, là, c'est pas les mêmes gabarits. Donc là, c'est un peu comme les os. Tu les gars, il faut qu'ils prennent du poids, du muscle et tout. Et moi, je leur disais, mais vous savez qu'en France, la créatine, c'est interdit, parce qu'il n'y a pas d'études, à long terme sur le foie, notamment, etc. Et finalement, la NCAA a interdit la créatine 2 ans plus tard. Donc là, et toi, par contre, tu es en 2008 en Angleterre, et tu vois, moi, j'ai jamais utilisé la créatine.
et ils veulent Dans mon métier, jamais, nulle part. ils me forcent à faire ça. Et comme tu dis, pour répondre à ta question, oui, à l'époque, là, on fait beaucoup de séances physiques, mais vraiment bien ciblées. Et vraiment, on va courir là, on va faire les jambes. Et comme tu dis, franchement, des jambes, mais c'est tombé. Non. Moi, je suis jeune, je peux encaisser et je suis, comme tu l'as dit, c'est super important de le préciser. J'ai adhéré parce que psychologiquement, j'ai Ah bah envie oui. de, Oui. de passer. Et je suis jeune. Au final, mon disque dur, il n'est pas très rempli. Donc, au final, tu peux le formater. Ouais. Et j'ai pas voilà, de prérequis. J'ai fait un peu de professionnalisme à Metz et tout, mais je suis un jeune. Donc, tu peux modeler comme tu as envie. Et avec les années, je l'ai vu l'évolution où ta méthode, elle a commencé comment dire, à devenir un peu plus à la mode, où il mélangeait un peu tout, tu vois. Pendant les séances, il commençait à mélanger. Il n'y avait plus de séances ciblées haut du corps, juste bas du corps, etc. Parce que, voilà, ils sont ouverts. Je pense qu'ils sont ouverts à d'autres mentalités. Tu vois. Après, ce qui est important aussi, c'est que toi, t'as fait un paquet d'années à Tottenham, c'est ça? Mhm. Et Après, je sais pas, moi, j'ai jamais eu le privilège de bosser dans des grands clubs. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Je pense que, tu vois, suivant le profil des joueurs, suivant le statut, j'imagine que peut-être, un peu comme les US voulaient beaucoup bosser physiquement pour dominer physiquement parce qu'ils avaient peut-être pas des noms, je sais pas si ça bosse de la même manière ou autant, voire de manière, parce que je sais que tu vas prendre un Ronaldo à Man U, je sais parce que j'ai visité, je les ai vus. Individuellement, tu as des joueurs qui vont mettre plus ou moins le curseur du physique, mais en tant que club, je sais pas comment ça se passe dans les gros clubs. ça, Moi, j'ai fait que des clubs où il y avait pas de place pour. C'était un troupeau et il n'y a pas un mouton qui sortait. C'était tout le monde parce il y avait des cadres qui étaient en charge de la discipline et ça bossait dur. Et non, Moi, c'est à vrai. contrario de Seb, c'est que moi, quand j'étais à la Roma, moi, quand je suis arrivé, pareil, je suis arrivé à 20 ans, donc j'étais pas quelle encore année? 2006. Ok. Donc c'était juste après l'Italie championne du monde, tout ça. En plus, l'Italie un peu encore au top. Donc forcément, il y avait cette dimension physique qui était très importante en Italie, en Serie A. Et justement, moi, quand je suis arrivé à la Roma, à contrario, j'étais pas encore fait physiquement, mais ils ont refusé de me donner cette cure de créatine. Là-bas aussi, hein, la créatine, vachement démocratisée, tout ça, autorisée en club. Mais moi, ils m'ont toujours refusé de m'en donner. Parce qu'ils voulaient que je garde un peu ce côté un peu dynamique, malgré ma taille, malgré aussi mon gabarit. Ils voulaient pas que je prenne trop de poids, justement. Ouais. Donc, moi, j'ai jamais eu recours à ça. Donc, c'est pour ça, comme on revient un peu à ce que tu dis, je pense qu'au niveau des grands clubs, pardon, c'est plus individualisé. Non, c'est très Toi, tu as beaucoup parlé par rapport à toi à Newcastle, mais par rapport à Et- Tottenham, c'était comment à Non, Tottenham? à Tottenham, même après, franchement, c'était très individualisé. Ils ont commencé à comprendre qu'on n'avait pas les mêmes besoins et qu'on était fait différemment et que en fait, en fonction du head manager, quand on avait Harry Redknapp très à l'anglaise, à l'ancienne. Donc au final, il va te laisser les physios, etc. Et le Sam, qui est après parti à Man City, le physio, enfin, le sport scientist, head of sport science, bah, Mhm. lui, il essayait tu vois, de vraiment d'individualiser et il a démocratisé un peu. Mais comme, on va dire, le coach, il s'en foutait un peu, lui, il voulait juste ses joueurs prêts, etc. Donc, je pense que ça l'a décrédibilisé. Et je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu as vécu, Mhm. surtout dans les clubs, moi, je parle ici en Angleterre, aux Mhm. États-Unis, je sais pas, ce côté où vous êtes vraiment ceux sur qui on va taper. Parce que franchement, je te dis la vérité, nous, les sport scientists, on voulait les bullies. C'était vraiment les mecs, s'ils n'avaient pas vraiment le soutien du coach, tu vois, ça devenait les mecs, quand ils disent quelque chose, en fait, tu cherches toujours à, je sais pas, à t'embrouiller C'était avec. des boucs émissaires, quoi. Commissaire, ouais. Ouais. Alors, j'appelle ça les fusibles. Euh, Non, alors déjà, t'as parlé d'un truc très très important. Le gars qui est en charge, c'est le coach. D'accord? Donc ça, et pour en venir à la question de description du job de quand Quentin me posait la question, moi je me trouve toujours entre le staff technique et souvent le coach et puis mon staff. D'accord? Donc souvent, et c'est ça qui est difficile, je défends avec mon staff, tu vois, je défends le staff technique. Et avec le staff technique, je défends mon staff. C'est l'avocat du diable, tout le temps. Parce que sinon, tu as des vues opposées et chacun voit midi à sa fenêtre et puis on ne se rend pas compte. Je dis toujours, pour être un bon prépa physique ou un bon directeur performance, il faut avoir mis son cul
Il faut avoir été entraîneur et mis son cul sur un banc et savoir la pression que subissent les entraîneurs. Et pour être un bon entraîneur, il faut comprendre que t'as des gars en bas qui passent leur vie à essayer que les joueurs soient pas blessés, tu vois, et qui, des fois, on les boule parce que les joueurs se blessent et ils pensent que c'est évitable. Donc ça, c'est important. Alors, ta question, c'était encore quoi? J'ai déjà oublié, merde. Si vous étiez les fusibles. Si vous Ah, étiez d'accord. D'accord. Ouais, alors, de toute façon, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend du management, ok? Moi, les problèmes l'avantage, j'aime bien avoir un staff élargi. Pourquoi? Parce que sur un effectif, et je vais pas nommer de nom, hein, parce qu'il y en a qui sont très célèbres, des Français, qui ont réussi dans les grands clubs. Sur un effectif de 20-25 joueurs, c'est pas possible que tu t'entendes de la même manière avec les 20-25. Enfin, c'est possible, mais moi, je suis un matheux, donc je crois aux statistiques. Et moi, ce que j'aime avoir, c'est que si possible, dans mon staff, eh ben, il va y avoir un joueur un membre du staff qui va avoir une relation privilégiée avec 3, 4, 5 joueurs. Et je ne sais pas pourquoi, hein. Ça peut être parce qu'ils viennent du même endroit, parce qu'ils aiment la même musique, je ne sais pas. En tout cas, pour que le but du jeu, c'est que tout l'effectif soit couvert et que tu optimises les chances que chaque joueur réponde de manière positive à un coach. Donc, le byproduct de tout ça, c'est qu'il n'y aura pas trop de bullying parce qu'ils s'entendent bien et les choses soient claires. C'est l'avantage des staffs élargis. L'inconvénient des staffs élargis, c'est que forcément, plus t'as de monde, tu veux pas que ça devienne une armée mexicaine et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, c'est un peu difficile. Donc, d'être infusible à ce niveau-là, que les joueurs soient un peu rebelles avec certains, fuck it, on a perdu, va dégager. Moi, c'est ce que j'essaie d'éduquer. Maintenant que j'ai 52 ans, j'essaie d'éduquer parce que je me vois quand j'avais 28 ans avec la queue qui remue un peu comme un chien, tu vois, et t'as l'impression que ce que tu fais, si jamais tu fais pas 10 montées de genoux, t'en fais que 8, tu vas perdre le week-end. Et t'as beaucoup de préparateurs physiques qui sont comme ça. Ils pensent que leur job, c'est 90% du résultat. Moi, je leur dis, relâchez-vous, on est tous ensemble, on est une partie du puzzle. Et l'art de coacher, justement d'être capable c'est un tug of war en anglais, tu vois, c'est le tir à la corde. T'en donnes un peu et de temps en temps tu tires et t'en donnes et tu tires, de ce juste équilibre. Donc j'ai pas eu de problème de mon staff être bully, de être un peu le fusible. Par contre moi, je leur dis toujours, le fusible c'est moi. Je dis, vous en faites pas. Et je l'ai répété, ça même à Toronto, je peux dire que je l'ai dit à peu près 10 ou 15 fois. Parce que les membres du staff médical ou physique ont justement peur d'en faire trop ou pas assez, de la perception des joueurs, de la perception des coachs. Et moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir une relation justement de confiance avec le coach. Et je leur dis toujours, les gars, on a des réunions ensemble. Tu penses ça, je valide, fais-le. Si jamais ça se passe mal, je te couvre. Je prends pour moi. Si jamais on veut s'entraîner, on a exemple un joueur qui dit ouais je vais pas faire ça parce que le problème de sport science de nos jours, c'est que le problème des GPS, du load, tu vois, du load management, la charge de travail, c'est que maintenant on regarde les data, charge de travail, machin truc, et le réflexe de Pavlov, réflexe naturel, tu vois. Le réflexe de Pavlov, c'est ce que tu fais au docteur, tu sais, quand tu tapes sur le genou, l'attaque, et le genou fait ça. Donc le réflexe naturel, c'est oh là, on est fatigué, il faut en faire moins. Oula, on est blessé, il faut en faire moins. Donc en gros, c'est de réduire la charge. Alors qu'en fait, il faut toujours trouver l'équilibre entre réduire la charge, mais aussi augmenter la capacité de réaction à une charge. Tu vois. Et donc si tu fais pas de travail, tu vas pas devenir mieux à supporter le travail. Et donc moi j'ai dit allez-y, et si jamais ça se passe mal, je prends, c'est moi. Et je vous couvre. C'est moi qui valide, et si jamais vous avez un problème avec un joueur ou quoi, je serai là si vous avez besoin. C'est important. Je voudrais illustrer pour nos auditeurs, parce que nous, on parle, pour nous, ça coule de source, mais je voudrais illustrer le cheminement d'un joueur quand il arrive le matin à l'entraînement, tout ce qui est mis en place de nos jours. Parce que tu vois, à Toronto, sous Pierre, on arrivait le matin, 2 heures avant l'entraînement, 1h30, 2 heures avant l'entraînement, on montait sur la balance, on était pesé, on disait comment on avait dormi. Tu te rappelles, tu sais, il y avait un iPad où tu as plusieurs questions. Comment tu as dormi? Comment tu te sens? Est-ce que tu as un trauma quelque part? De 0 à 10, combien il te fait mal? Donc, déjà, tu envoies toutes ces informations à la partie kiné et bien sûr à toi, au secteur performance. Mais tu petit déjeunes, tu reviens, tu vas en salle, tu as l'activation. Tu as ceux qui préfèrent. Moi, à l'époque, je préférais faire la muscu le matin. Donc, si je faisais mes séances de muscu, je les faisais avant. Peu importe, tu as l'activation, tu as tout ça. Et ensuite, tu arrives sur le terrain. Tu sors, on te met un GPS, hop, tu vas sur le terrain, donc tout est calculé. Et ensuite, tu as Pierre ou son assistant qui a un iPad
et qui vérifie le load management, la quantité, l'effort en fait, effectivement. Et donc du coup, il y a des rouges, il y a des clubs. C'était pas vraiment le cas avec vous, mais par exemple nous ici, des fois Atlanta, le coach il tourne la tête quand on est au bout de 5 minutes d'opposition, qu'on a dit allez on fait 2 fois 4 minutes. Après 4 minutes, il fait un grand là. C'est fini. Ça veut dire que tu as quelqu'un sur son iPad qui te dit c'est terminé parce que les chiffres, comme tu dis, Pierre, te font dire que ça y est, il y en a trop qui ont dépassé le seuil d'effort, qui sont dans le rouge, et donc du coup, on t'arrête. Ma question, c'est, avec tout ça, est-ce que trop d'informations de temps en temps ne tue pas l'information, et comment tu fais pour process tout ça? Parce qu'après, bien sûr, tu rentres, il y a le côté le côté nutrition, le côté combien de temps tu passes aux soins, ce que les kinés te disent, le retour sur l'entraînement, et ensuite les minutes jouées. Quand tu rentrais dans le bureau de Pierre, t'avais une case avec tout le monde, avec tous les matchs, et tu avais les minutes, si tu étais remplaçant, si tu étais blessé, si tu avais un suivi dans son bureau où il y avait vraiment l'année passée au crible de chacun des joueurs à la minute près. Ce qui est marrant, c'est que ça n'existait pas en Angleterre. Je l'ai mis en place, ils ont adoré. Garde ta question, Alors, Ricky. Garde ta question, Ricky, c'est beaucoup d'informations. Garde-la. Bon, ok, vas-y. Garde-la, réponds d'abord, Pierre. Bon, j'ai encore 2 questions vraiment importantes que je veux. Ricardo, je vais faire court. Je ne l'oublierai pas. De cube, mais tranquille. Je vais faire court, très court. Est-ce que trop d'informations tue l'information? Non, je pense pas. C'est-à-dire que l'information est toujours utile. Par contre, c'est ce que tu en fais. Toujours pareil. Donc moi, très sincèrement, les 2 fois 4 minutes où il faut tout arrêter, j'en viens à vous... Pour moi, ça, dans mon esprit, ça me donne l'exemple du gars qui va faire 10 montées et t'en fais 12. Moi, je trouve ça... Si c'est suivi par un travail individuel, tu vois, où tu te dis, bon, ok, lui, il en a eu trop, lui, il n'en avait pas assez, je veux bien, mais moi, je donne des recommandations au coach. Donc, si c'est vraiment un exemple de 2 fois 4, je ne serai jamais à dire, il faut vraiment arrêter maintenant parce que quoi? Parce que je trouve qu'on a été on arrive un peu dans l'excès à ce niveau-là. Par contre, attention, on en revient à la relation privilégiée entre le directeur de la perf et le coach. Il y a des coachs, Jesse en est un, Jesse March, avec qui je suis, qui a sa propre méthode de quantification qui est basée sur un autre métrique, un autre chiffre, tu vois, on appelle ça KPI, Key Performance Indicator. C'est un algorithme, en gros, qui va compiler un peu tout ça, et lui, dans ses séances, dans sa quantification, il va faire aujourd'hui la séance, ça va être 1000, tu vois, c'est pas besoin de l'idée, ça va être 1000. Et parce que ça fait partie de sa méthode. Un peu comme des unités arbitraires, un peu, non? Des UA, mais enfin, ça dépend. Ça dépend des marques. En gros, ça dépend des marques de GPS. L'algorithme est un peu différent. Donc lui, il est un peu plus habitué StatSport. On a dû convertir ça à Catapult quand on est Elite. Et lui, par rapport à sa méthode, il a une équipe qui peut courir. Il a une équipe qui, en gros, par rapport au profil, qui fait un paquet de sprints. Et il n'y a pas de blessés. Donc lui, il a besoin de quelqu'un qui lui dit on en est où là? Ok, 800, 900, ok, 1000, bam. Donc c'est un head coach qui fonctionne beaucoup par ça. Et donc là, pas de problème. Mon staff est là pour lui donner ce qu'il a envie. Il est américain. Moi, en tant que... non, parce qu'en fait, sa méthode, il a développé, c'est vraiment la méthode Red Bull, quoi. Donc, il n'y a pas des coachs Red Bull. Le Red Bull Coaching Tree, il y en a 20, hein, même. Il optimise. C'est toujours pareil. C'est une méthode prouvée qui a porté ses fruits. Il sait qu'il n'aura pas de blessés. Il sait que les gars vont courir. Je te dis, à Leeds, on était numéro 1 en première ligue dans 9 des 10 KPI. Et donc, une méthode complètement différente de Bielsa avec les mêmes résultats. Jesse avait beaucoup moins de blessés, par contre. Donc ça, c'est important. Mais tu avais des joueurs qui, eux, voulaient peut-être, à l'entraînement, sentir les effets de la méthode Bielsa, où si tu gères pas, ça va pas, ou si tu n'as pas un blessé ou deux, parce que tu fais murder ball, c'est marquage individuel pendant 45 minutes le mercredi, il manque quelque chose. Donc tu vois, c'est toujours très intéressant. Mais à l'heure actuelle, partout où je vais, je demande au coach, si je le connais pas, je pense que ce sera plus trop le cas maintenant dans ma carrière, quelle est sa méthode, quels sont ses points de vue, et je m'adapte à lui. Ce qui pose problème des fois avec le staff médical qui me dit oh, comment ça se fait, c'est eux qui doivent s'adapter à nous. Non, c'est lui le boss, c'est lui qui va se faire virer, d'accord, et c'est lui le chef. Donc il faut qu'on bosse en harmonie. Qui pose sa question. Alors pour compléter un peu tout ça, c'est super marrant parce que là on parle un peu big data, tout ça. Et tu sais, moi je fais aussi, je passe un diplôme de Masters en Management, ça s'appelle MIB avec l'UFA. Et on a une masterclass, un panel avec Comoli, Damien Comoli, qui est à Toulouse, et comme eux, ils sont très data-driven, à 100%.
110% même. Ouais. Et justement, il racontait une anecdote par rapport à un match. En fait, bon, il était assez bien, Toulouse, ça a gagné des matchs. Et il y avait un match le samedi. Et lui, il n'était pas au courant parce que comme il est un peu chairman déjà, et lui, en fait, il s'occupe de tout. Hein. Il regarde les Ouais. matchs après les entraînements, tout ça. Il est vraiment, tu le connais, je pense que tu le connais même Ouais, mieux je que le moi. connais très bien à l'époque de justement depuis son époque Tottenham. Donc, Tottenham, ouais, c'était même ouais, avant-gardiste au niveau des datas. Et du coup, Toulouse gagne ce match. Alors, il pourrait qu'il y aurait un prépa physique qui aurait dit aux joueurs, si vous gagnez ce match, ils étaient off de toute façon le lundi, vous êtes off aussi le mardi, donc reprise de mercredi. Donc ils gagnent ce match, ils perdaient, ils gagnent à la mi-temps, enfin ils gagnent tout ça. Et comme lui n'était pas au courant, et donc il voit le planning de la semaine, il voit genre lundi off, mardi off, reprise mercredi. Et donc il appelle son sport scientist, je sais pas si on dit ça, ou le chef des data. Il dit je mais le connais à Toulouse. voilà, ouais, J'étais voilà, j'étais les voir en mois de mai. tu en parleras justement. Il lui dit mais c'est toi qui as donné le jour off du mardi? Il a dit non, c'est le coach parce que c'est pour récompenser les gars, tout ça, comme ils ont fait des victoires, je sais pas. Il a appelé, fait, hey, tu remets l'entraînement du mardi tout de suite. Ouais, non, mais c'est pas bon, ça se trouve, ils ont pris leur billet de train, il y en a qui sont partis. Il a fait, je veux rien savoir, ils reviennent à l'entraînement le mardi. Parce qu'ils ne voulaient pas, tu vois, avoir le petit décalage qui fait, comme tu parlais de quantification et Mmh. réduction, enfin, tu sais, bon, j'ai pas les termes Ouais. exacts, mais ils voulaient pas laisser 2 jours off parce que c'était pas forcément une bonne réplique pour eux, en fait, pour le prochain match qui arrivait. Après, oui, bah, moi je suis pas dans les petits dans les datas toulousains, mais encore une fois, c'est Les tu vois, data disaient que non, pas, ouais, alors je sais pas, moi ça me semble un peu extrême, très sincèrement. Ça dépend est-ce qu'on parle du mois de mai, est-ce qu'on parle du mois d'octobre, tu vois, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, je sais pas, je peux pas dire, mais en attendant, mais c'est pour la oui, campagne de c'est l'Europa League, donc ça devait être là durant la saison. Enfin, voilà, c'est c'est sûr juste que pour bah, on en revient à. Alors là, c'est encore intéressant ce que tu dis parce que c'est même pas un coach, c'est un directeur sportif, un peu tout. Damien il fait tout là-bas, ouais, qui a cette méthode. Donc tu dois penser certainement que ce directeur sportif va recruter un coach à son image parce que c'est Redbird. Donc si bon, jamais c'est ce qu'il a fait. c'est un peu comme Brentford en Angleterre, Brentford, Michelin, Thomas Frank et la façon dont il joue, c'est uniquement basé sur les datas. Donc Ouais. que ce soit n'importe quel club, n'importe quel modèle, il vaut mieux que le coach et le directeur sportif soient à la même longueur d'onde. Et après, bah, en découle le prépa physique. Et tu sais, Pierre, tu parlais précédemment d'adaptabilité, et ça, c'est encore un exemple là, que le coach et le. Mais nous, on aime beaucoup en parler aussi sur ce podcast. Dire une des qualités premières d'un footballeur, c'est de savoir s'adapter à son environnement. Moi, je me rappelle, tu vois, quand on était ensemble, tu venais d'arriver à Toronto et c'était encore Canada sous Covid. Tu me disais, ouais, je donne des footings à faire aux Américains, ils le font. Les Canadiens, vu que tu étais censé être en quarantaine, ils le faisaient pas. Enfin, tu vois, il y a Ouais, tout j'avais oublié tout ça. l'adaptation culturelle et tout. Tu sais que c'était compliqué au début et encore plus pendant le Covid. Je pense que tes valeurs refuges, elles font surface fois 100. Peu importe. Ouais. Moi, je voulais te demander, en tant que directeur de performance, at the end of the day, comme on dit, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est d'arriver dans une équipe où tout le monde, tu vois, comme à Leeds, où tout le monde était déjà câblé pour bosser comme des fous. Et donc, du coup, tu dis, c'est un panard pas possible, j'arrive et on peut tout de suite mettre ma méthode en place. Ou au contraire, arriver dans un environnement un petit peu hostile et réussir à faire appliquer ta méthode à des gens qui, initialement, sont peut-être un peu plus latins, comme tu disais, ou un petit peu plus, tu vois, câblés, un peu moins, tu vois, un peu moins effort et un peu plus, on est des artistes, tu vois. Réfractaire à se faire mal. Ça va être très rapide. Dans un monde parfait, je prends l'option B. Forcément, d'arriver, de marquer de ton empreinte et que tu aies un impact fort sur un groupe de 25 joueurs et qui te disent, waouh, finalement, putain, qu'est-ce que c'est bien. Mais ça, c'est pas possible, c'est terminé. On est tellement liés, c'est tellement une culture de résultat que tu gagnes, tu restes, tu perds, tu t'en vas, et des fois tu gagnes, tu t'en vas. Donc, t'as le temps et l'essence, quoi, et t'as jamais t'as jamais le temps de bosser. Même certains clubs où, par exemple, on va prendre l'exemple de Toronto, où tu vas dans un club, et c'est vrai qu'il y avait le challenge du Covid, j'avais oublié toutes ces histoires-là. Même au niveau médical, des traitements médicaux au Canada sont complètement différents, l'approche médicale, qu'aux États-Unis. Bref, donc tu vas dans un club comme ça où il y a une structure avec un gars qui est directeur de la perf, JB Liston à l'époque, qui oversee le medical, qui oversee le whole department, donc il recrute quelqu'un pour faire ça.
et ils te disent, toi, tu bosses pour le club, et c'est vrai, des grosses structures, des gros moyens, MLSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Raptors, c'est les Maple Leafs, c'est des vraies organisations avec des data scientists, en veux-tu, en voilà, tu peux construire une plateforme, enfin, tout. Donc, tu bosses pour le club, t'as tes gens qui bossent pour le club, et théoriquement, tu te dis que quels que soient les résultats, tu pourras rester si ton job est bien fait au niveau de la structure performance. C'est ce qu'on m'avait dit au Galaxy. Et au bout de 2-3 ans, bah, finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre. J'arrive à Toronto, j'ai totalement confiance au GM. J'ai vu déjà 3 coachs quand je décide de partir au bout d'un an et demi où il me reste encore 3 ans de contrat. Parce que aussi, dans le creux de ma tête, je me dis qu'un jour ou l'autre, eh ben, tu es complètement dépendant des dirigeants, de leur volonté de dire, moi, j'ai ce gars-là, avec toute sa structure, ça marche très bien et on la garde et je ne veux pas compromettre ça, quel que soit le coach. Et si tu regardes ce qui s'est passé à Toronto, je suis persuadé que si j'étais resté à Toronto, donc là 3 ans plus tard, ben, il y a un nouveau coach qui emmène son directeur de la perf, qui ne serait pas venu sans lui, et ben, le directeur de la performance aurait dégagé. Donc voilà, t'as beau virer tourner, maintenant il faut arriver dans un club, avoir des résultats tout de suite, sinon tu dégages. Et tu vois, dans cette mouvance et dans cette ordre d'idée, tu as fait beaucoup d'endroits. Tu as coaché des grands joueurs, enfin coaché, entraîné, ouais, tu as coaché, tu as entraîné, tu as suivi des grands joueurs comme des joueurs connus, moins grands, c'est pas le problème. Tu as parlé de monde idéal. Aujourd'hui, pour toi, dans ton idéal à toi d'expert, de la performance, de la préparation, c'est quoi un joueur idéal? C'est quoi le joueur idéal? Parce que tu as vu des grands joueurs, comment ils se comportent, etc. Est-ce que tu pourrais décrire un archétype du joueur physiquement, parce que t'en parles, physiquement, où tu vas dire, lui, franchement, ça va être... Il est préparé. Il est préparé et ça va être ça peut être, il y a de fortes chances que ça soit il fasse vraiment, tu vois, une grande carrière parce que, est-ce qu'il y a des aptitudes physiques où tu dis, ouais, il faut qu'il ait ça? Il faut qu'il ait, parce que j'ai beaucoup entendu beaucoup parler de choses comme ça, et moi, je suis un fervent supporter de cette pensée qu'à un moment donné, certes, il faut du talent, mais physiquement parlant, il faut certaines aptitudes qui te permettent d'aller au plus haut niveau et sur une durée. Est-ce que tu peux me parler de ce joueur-là et donner un nom? Ouais. Si tu peux. Ah, donner un nom, ça va être difficile, mais ce que je vais dire déjà, c'est que, par exemple, tu as besoin maintenant de qualité physique. Jusqu'à une certaine époque, certains joueurs pouvaient exister sans des qualités physiques hors du commun, ou voire en dessous de la normale. Je prends l'exemple d'un Riquelme, je pense qu'il y aura plus de Riquelme de nos jours, tu vois. C'est terminé ça. Et d'ailleurs, moi, qui bosse toujours pour la FIFA, avec Arsène Wenger qui est en charge lui, il dit très bien que la différence du foot maintenant par rapport à il y a 10 ans, c'est que maintenant les joueurs sont des athlètes. Et avant, athlètes au sens anglais, c'est-à-dire des gars qui ont vraiment des qualités physiques, alors qu'avant, bah, il y avait un peu de tout. Maintenant, c'est plus possible. Donc, le joueur, pour moi, idéal, le joueur qui est le mieux équipé pour réussir de nos jours, il faut qu'il soit explosif, il faut qu'il ait une capacité de course. En gros, j'ai dit, il faut qu'il puisse courir vite et longtemps. Et il faut qu'il ait de l'explosivité. Donc voilà. Alors, combien de joueurs j'ai vu qui avaient ces 3 qualités, plus le cerveau et plus l'approche professionnelle. Haaland, exemple, parfait, Haaland. Ben, Jesse a coaché Haaland. Haaland, voilà, il est programmé pour ça. Donc, il dévie pas. Moi, à l'époque, le joueur qui m'a le plus impressionné, et pourtant, physiquement, ça va pas vous parler, c'était un gars qui jouait pour les US, il s'appelait Landon Donovan. Qui tu ne vas pas nous parler? Attends, comment tu nous respectes? On parle? On va pas parler aux auditeurs? Comment je sais pas. Pierre, j'ai fatigué les gens avec la sélection américaine. Hein. En 2002, on était encore à Claire quand on bat le Portugal. Célèbre dans le bâtiment INF. Hein. Et tu vois, c'était deux profils parce qu'à l'époque, j'avais Landon. J'aime pas le terme gourou. Il était petit, il était trapu, mais il était explosif. À la course, personne ne pouvait courir plus vite. La différence, c'est il allait à 2000 à l'heure, avec ou sans ballon, il n'y a pas de différence. Tu savais pas, il allait à la même vitesse, balle au pied, sans ballon. Mais surtout, il avait, techniquement, c'était fort, hein, c'était très fort,
Mais mentalement, c'était l'Américain. Il était parti, Ballon d'Or à 17 ans. Je parlais vers Cousin. Il m'a dit non, moi je veux rentrer aux US. Il arrive aux US. Il m'a même proposé de me donner un salaire pour que j'aille habiter avec lui en Allemagne quand il l'aura appelé. Mais donc lui, physiquement, il avait tout. Il était explosif, il courait très vite et il pourrait courir pendant 3 heures. Donc pour moi, de nos jours, ce serait ça. Bien avant la force, tu vois, on parle de force. Moi, je mettrais pas la force dans la force en termes de body mass, de kilogrammes. Je ne mettrais pas ça dans l'équation. Maintenant, pour être explosif, la puissance, c'est force divisé par vitesse. Donc, il faut être capable de générer de la force le très rapidement possible pour vraiment être explosif. Mais je ne dirais pas, voilà, je parlerai pas de corpulence. Je parlerai pas de corpulence. Je parlerai d'un gars explosif et avec des capacités de course très, très hautes. Moi, il y en a un qui m'impressionne justement parce que son gabarit, il ne montre rien de spécial, mais qui est super régulier dans ses performances et aussi explosif. C'est un joueur comme Musiala à Munich, au Bayern Munich. Il est frêle, pourtant il tient sur ses jambes. Les répétitions qu'il fait, le dribble, l'explosivité qu'il a. Après, c'est aussi lié aussi à sa coordination et à son talent, bien sûr. Mhm. Mais physiquement, il est super intéressant et ce qu'il fait à son âge, c'est super fort. Alors lui, il est éclipsé par Harry Kane là-bas, il est éclipsé par Bellingham aussi, parce que c'est le jeune talent, Bellingham. Mais Musiala, il est extraordinaire, ce petit. Après, oui, après Musiala, et puis Musiala, oui, on le voit en tant que jeune, ça fait quand même un bout de temps maintenant qu'il est Ouais. Musiala. Donc moi, je vais pas tarder à aller au Bayern parce que l'adjoint de Leeds est maintenant directeur de la méthodologie au Bayern. Il entraîne aussi la réserve et la Youth League, c'est 2 équipes différentes. Donc je vais aller voir ça. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Et après, tu as des. Alors, on associe l'explosivité. C'est vrai que souvent, tu as des joueurs qui sont super explosifs qui sont frêles. Parce qu'on en revient, c'est un rapport poids-puissance. C'est comme au cyclisme. Ouais. Et après, il faut que ces joueurs soient capables d'éviter les Créatif. blessures. Non, non, alors, je ne parle même pas du football, on parle que du physique. En termes physiques, ouais. L'autre exemple, ça va être un Dembélé qui qui était très doué des deux côtés, qui est explosif, mais bon, qui n'était pas. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais je suis à peu près sûr que tout ce qui se dit est vrai, ou l'entraînement invisible n'était pas au top, on va dire. Et donc, il a eu toutes ces blessures qui l'ont un peu retardé. Là, depuis qu'il est au PSG, il n'est pas blessé. Est-ce qu'il est capable de faire. Moi, j'appelle ça. La puissance, les chevaux du moteur et tu as la capacité du réservoir. Est-ce qu'il a un réservoir tel pour faire des allers-retours pendant 90 minutes si le jeu le dicte? Ça, j'en sais rien, mais pour moi, ce serait ça le joueur idéal. Avec une approche pro. Pour en revenir à Landon Donovan, en 2002, le mec, il me laissait pas dormir, il m'appelait Pierre, j'ai fait ci, alors j'ai couru 4 km, est-ce que j'aurais dû faire 4-5? Non, ton programme c'était 4. Et il était vraiment comme ça, mais droit comme la justice. Et j'avais un Brad McBride, ça va peut-être vous parler, qui est à Ouais. l'époque jouant. Et lui, il avait génération différente de Landon, par contre, même approche. C'est-à-dire, il avait 32, 33 ans à l'époque, pro comme jamais. Ah non, c'est Et, dingue, non? les deux fonctionnaient en binôme, et c'est marrant parce que tu avais le plus vieux et le plus jeune. Mais ils avaient la même approche du travail et du foot. Et bon, il y a beau virer tourner pour que ça. Bah, Q, c'est un exemple. Hein, Q, il Attends, dure. voilà, j'allais dire, on y arrive, on est dans BMC. Parle-nous de Quentin Weisberg. Alors, Quentin, j'allais dire c'est un exemple parce qu'il a son approche, il est pro, il fait ses choses. T'as pas à te dire, t'as pas à demander à ton adjoint, Quentin, tu l'as vu aujourd'hui, il a fait son job. Tu sais à qui t'as affaire. Alors lui, en plus, c'est un gardien. Les gardiens, c'est encore c'est encore, Autre c'est chose, encore ouais. une autre sphère. C'est encore une autre sphère. Quand on parlait d'individualiser et d'être capable de connecter avec les gardiens, c'est encore autre chose. Et je parle même pas des entraîneurs de gardiens, c'est des races à part. Euh, mais non, donc Quentin, lui, il était très pro. Je l'avais connu à l'époque quand on m'avait parlé justement d'un joueur qui avait peut-être la double nationalité en France, donc on s'était renseigné. La première fois qu'il était venu, c'était voilà, on se connaissait à l'époque. Je le connaissais pas au jour le jour parce que sélection et club c'est différent. Par contre, je me doutais bien, je me rappelais que c'était voilà, la personnalité. Une autre phrase d'Arsène Wenger, il dit la première impression est pas toujours la bonne, mais très rarement la mauvaise. Et ça, c'est un truc que j'ai pu vérifier au cours de ma carrière, c'est qu'en général, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais en général,
tu es capable de cibler 2-3, alors pas en une journée, mais en un stage de 2 semaines, tu es capable de cibler les gens. Donc lui, il m'a toujours paru très très pro et il a décrit sa journée à Toronto. Il est arrivé. Pareil, est-ce qu'il aurait pu faire ce qu'il faisait à Leeds? Non, parce qu'à Leeds, on aurait dit non, 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 toi, ta muscu, tu l'as fait avec tout le monde. D'accord? Moi, mon point de vue, c'est que est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait dans le respect du groupe? Est-ce que le job est fait? Tout le monde comprend? Est-ce que lui, il peut s'épanouir parce que ça l'arrange? Et si la réponse est oui, oui, donc moi, ben, ça me va très bien. D'accord? J'ai un peu plus un style cafétéria, moi. Je veux que chacun, pour responsabiliser les gens, il faut aussi leur donner l'initiative de se responsabiliser. Donc, si un emploi du temps marche différemment pour des raisons X ou Y pour quelqu'un, si tout le monde en est conscient que Quentin va faire sa muscu pré-entraînement parce que ceci, cela, et qu'il l'a fait religieusement toute l'année, et après, évidemment, c'est les performances, on connaît les ambiances, si tu performes en plus, parfait pour moi. Mais on va arriver dans des clubs, dans des cadres où ça, il n'y a pas la place pour ça, et donc il faudra... Et moi, ça me va aussi. Moi, mon but, c'est que tout le monde s'épanouisse, c'est que le job soit fait, et que si possible, je puisse donner un effectif au coach pour qu'on gagne. Petite anecdote juste pour finir sur parce que en 2004 quand grande question le gars si c'est possible. Ouais, mais garde-la. Moi c'est juste oui, en 2004 quand même. C'est plus pour nos auditeurs, tu vois. Il y a des choses qu'on te dit une fois et qui restent avec toi pour toute ta vie finalement. En 2004, je me rappellerai toujours, on était en prépa, qualification pour la Coupe du Monde et c'est la première fois que je rencontre Pierre. Et donc Pierre fait tous les tests, on fait énormément de physique et il m'a toujours dit Brad Friedel, 40 ans, fit as a fiddle. Il me disait toujours ça et cette expression pour moi c'est Pierre. Et donc du coup gardien, je me disais donc il est fit. Moi j'ai toujours voulu être super fit et je me rappellerai, tu nous avais fait la masse grasse au bord d'une piscine et tu avais dit toi t'es pas un gardien. Tu sais t'es ouais. Physiquement, tu m'as dit t'es pas un gardien en 2004. Numéro 6, hein, numéro 6. Encore jusqu'à numéro 10 en vétéran. Tu vois, en vétéran, je serais numéro 10. Mais ce que je veux te dire, c'est que je me préparais comme un joueur de foot en off-season. Tu vois, comme un joueur, je faisais du foncier, parce que, en fait, à 18-19 ans, on m'avait validé cette approche et je l'ai gardé toute ma carrière. C'est-à-dire que quand Pierre revient, c'est vrai qu'en plus, je te l'ai jamais tellement dit, ça, Pierre, mais toutes mes off-season, j'avais Pierre qui me disait, t'as pas la masse, t'as 6 ou 7% de masse grasse pour un gardien, c'est top. Tu vois, j'ai jamais vu ça. Ça me va très bien. Attention, que ça soit clair. Et tu vois, et donc du coup, j'avais dit, moi, ça fait partie de mon identité. Tu vois, c'est un truc de plus que t'ajoutes à ton identité, comme on parle énormément sur ce podcast, c'est se connaître, son identité. Une des choses qui m'a validé dans mon identité, c'est quand Pierre Barrieux, face à Quentin Westberg à 18 ans, 6 de masse grasse. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas commun chez les gardiens. J'ai jamais vu ça. Alors, excuse-moi, Ricardo, excuse-moi, Ricardo, mais vas-y. Pas oublié que tu avais levé le doigt. Et non, mais c'est bien parce que il va y avoir cette. Moi, j'ai choisi la prépa physique. J'ai continué à coacher. Attention, hein. Donc on parlait des diplômes avant. Je sais pas si c'était en off ou pas, mais la dernière fois où j'ai coaché une équipe nationale, c'était donc les moins de 19 des Émirats parce qu'il fallait un coach avec le diplôme. Et bon, depuis, j'ai pu coacher. Moi, ce qui m'a intéressé dans la prépa physique, c'est que on s'occupe d'un individuel en tant que tel. C'est-à-dire que c'est le corps humain, on sait comment il fonctionne. Si jamais cet individu est déterminé et a la volonté, eh bien on sait comment optimiser le corps humain. D'accord ? Il n'y a pas les arbitres, il n'y a pas le vent, il n'y a pas la météo. Et c'est ça qui m'a intéressé, d'avoir des résultats probants, qu'on puisse mesurer. Tu vois ? Et il n'y a pas de règle. Et tu vas avoir des gardiens qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis un gardien. » Oui, mais bon, si tu veux être explosif, tu es mieux à 6%. Alors maintenant, il y a des gens qui vont dire que 6%, c'est massé, parce que 6%, c'est masse essentielle. Alors, ça, entre 6 et 10, on peut discuter, mais tu seras mieux à 7 ou 8 qu'à 20. C'est de la physique. Il ne faut pas chercher à comprendre. Si tu es à 20, tu as 10% dont tu n'as pas besoin, que tu dois supporter tous les jours. Et quand tu veux faire un saut, forcément, tu vas sauter moins loin, moins vite, etc. Alors, comment tu peux arriver à ce niveau-là ? Il y a des choses à faire, mais tu as plein de gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis gardien, moi, ça va. » Ah ben non, parce que toi, tu es un athlète, tu es un humain, tu as un corps humain qui doit faire ce genre d'exercice, et tu serais mieux comme ça. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que Donnarumma, je ne sais pas combien il est, mais de loin, je ne pense pas qu'il soit à 6. Mais je pense qu'il serait mieux à 6. Et Brad, il m'a toujours aidé, c'était magnifique. Parce qu'un Brad Friedel, quand je suis tombé sur lui, tu vois, j'ai joué avec Brad. Il est excellent. Oui.
À l'heure actuelle, il a toujours le record de jours de matchs consécutifs joués en première ligue. Il a joué 8 ans et 3 mois sans rater un match. D'accord. Et le mec, physiquement, c'était. Voilà. Alors, on est toujours en contact, on se parle régulièrement, parce qu'il y a eu cette expérience ensemble, mais c'est pas moi qui ai fait Brad Friedel. Par contre, je l'ai validé, parce que j'ai un mec qui arrive en prépa Coupe du Monde, et il court. J'ai 6 groupes de course, et le mec, il est groupe 1. Et pas devant, parce que j'avais des meilleurs coureurs, mais il aurait pu dire, moi je suis gardien, fait chier groupe 1. Attends, j'ai assez avec un groupe 3 ou 4. Il a dit non, moi je. Mm. Et c'était magnifique parce que toute ma carrière, je me suis servi. Oui, mais tu sais que moi j'avais un gardien, il était groupe 1, il faisait yoga, il était 1, il était à 6%, et tu sais quoi? Putain, il a joué pendant 20-25 ans. Et il a joué pendant 8 ans et demi sans rater un match. Peut-être que c'est une coïncidence, peut-être pas, tu vois. Et donc, c'est par rapport à ces exemples que tu peux valider des choses qui ne devraient même pas être validées parce que c'est la science. C'est la science. Ricky pose ta question. Le professeur, finalement, c'est lui, professeur. Ah, c'est lui, On a trouvé son surnom. Hein. C'est lui, Ah, c'est son surnom El maintenant. professeur. Oui, cool. L'espagnol. Alors là, j'ai jamais voulu même challenger ce titre à Pierre. Hein, je vous le dis, les gars. Non, Ah, Je suis jamais arrivé, j'ai donné une leçon à Pierre. Moi, c'était toujours, j'arrive, les oreilles sont ouvertes et la preuve, en 2004, je me rappelle de choses qu'ils m'ont dites et qui m'ont servi pour ma carrière. Puis c'est pareil dans les deux sens, Quentin. Moi, je me rappelle des choses que les joueurs m'ont dit, des choses qui ont du sens, des situations associées à des paroles. Et c'est comme ça que tu te construis en tant que joueur, en tant que coach, en tant qu'humain, en tant que n'importe quoi. il y a toujours l'élève qui va dépasser le maître, t'inquiète Ricky, Q il est en chemin, et le professeur, tu vois, version 5.0, il arrive, on a capté. Pose ta question, Ricardo. Non, rapidement, Pierre, avant de conclure, moi je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Bah, pareil, encore une fois, expérience MIP là, dans mon Masters, et là j'étais avec Villas-Boas. Et il a fait une conférence sur le sport, je sais pas, il a fait un truc multisport, tout ça. Et il y avait un nageur qui est venu à sa rencontre, il nous l'a expliqué. Il y a un nageur qui vient à sa rencontre, il lui dit Oh, moi j'ai entendu un truc par rapport aux joueurs de foot, hein, même à Tottenham, dans tous les grands clubs. C'est vrai que les joueurs ils s'entraînent que maximum 3 heures par jour, après ils font rien de la journée. Villas-Boas, il dit bah ouais. Il dit ouais, des fois on a 2 séances par jour, mais c'est en pré-saison, mais sinon c'est 2 heures, 3 heures. Et le nageur il était choqué. Il dit ah, those motherfuckers, they earn a Mhm. million, ils ont des millions, 3 heures. Moi je suis là en train de nager comme un fou dans la piscine, 6 heures par jour, 3 heures le matin, 3 heures le soir, tous les jours. On a dit comment c'est possible. Et Villas-Boas, justement, et ce qu'il nous a dit, c'est que ça lui a fait ça lui a fait tilt un peu dans la tête. Et il pensait mettre en place, implémenter un peu un système où le joueur de foot resterait quasiment toute la journée Il l'a jamais, au club. il l'a jamais fait, je te le dis. Non, mais non. En fait, justement, il a jamais eu les épaules, enfin les coudées assez larges pour le mettre en place en club en tant que coach. Et là, tu sais, il est en train de candidater pour être président de Porto. Il a dit, moi, si un jour je suis président d'un club, c'est un truc que j'aime mettre en place, tu sais, justement avec des sports scientifiques, tout ça. Faire Ouais. une heure, je sais pas, une heure de vidéo, entraînement de 2 heures, après derrière un peu de force, après diététique, sieste, après tu reviens, tu fais des travail un peu justement avec justement que lui il est très aussi sport scientist, tout ça, staff élargi, tout ça, un peu à la portugaise, hein, tu sais. Et je voulais savoir un peu ton opinion par rapport à ça en vitesse, si tu penses que on peut aller plus Ouais. loin en matière de préparation et en matière d'entraînement de foot des footballeurs. Alors, oui, alors on peut toujours aller plus loin. Maintenant, dans cet exemple précis, je vais te dire une chose. Est-ce que tu as déjà vu un nageur faire du saut en hauteur? Hein. Alors, Non, tu vas te dire, pourquoi il me demande ça, lui? non, parce que c'est Parce pas le que, même effort, bien sûr. voilà, moi, je les ai vus. Moi. Quand j'étais en fac, j'avais un nageur qui a été au JO. On faisait saut en hauteur, il n'arrivait pas à sauter 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'il avait aucune explosivité. On en revient à l'explosivité, d'accord? Il flottait, Ouais. donc il n'y a aucune résistance. Donc et c'est trop facile comment dire, de comparer des charges d'entraînement, enfin des durées d'entraînement, voire des charges de sport à Ouais. sport. Ça n'a aucun rapport. Donc, et c'est pour ça que moi j'ai même aussi du mal, même en rééduc, des fois je suis extrême, quand on fait de la rééduc ou qu'on met les joueurs dans l'eau, parce que ça développe les fibres lentes. Et nous, on veut des fibres rapides. Donc, au niveau de la charge d'entraînement, est-ce qu'on peut toujours faire mieux? Oui. Est-ce qu'on peut passer plus de temps? Euh, Ta qualité d'entraînement ne se réduit pas à la durée, Ah, d'entraînement. C'est ce que je veux bien dire. sûr. On en Ouais. revient, moi je vous donne l'exemple précis, bah, on en revient à celui que je connais bien. Bielsa, partout où il va, il avait des chambres sur place et il fallait que les joueurs restent parce que des fois tu avais 2 entraînements. Ouais, il a construit un truc à Lille qu'ils n'ont jamais utilisé. Donc, Ouais.
Donc, est-ce que tu as besoin pendant la semaine des fois de doubler? Oui, des fois tu as besoin. Tu vois. Est-ce que s'entraîner plus, si tu regardes la moyenne des clubs actuels, s'entraîner plus équivaudrait à s'entraîner mieux pour de meilleurs résultats? J'en suis pas persuadé du tout. D'accord. Par contre, est-ce que tu peux améliorer, est-ce que tu peux encore optimiser l'entraînement de chaque joueur? Ça, je pense oui, sans aucun Ouais. doute. Les à côté, quoi. Mais pour ça, il faut avoir le staff et il faut aussi avoir des joueurs qui soient réceptifs et l'opportunité de le faire. C'est facile à dire, c'est très difficile à mettre en place, surtout dans la durée. Ça en revient à une éducation, comme tout. Je pense qu'il y a tout qui évolue. Et quand tu t'adaptes et tu vas avec ton temps, et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de psychologique. Pour moi, c'est un tout. Et tu peux pas faire d'un côté et pas de l'autre. Ça doit être harmonisé. Et je pense qu'avec l'évolution du football, bah, tu pourras, je pense, optimiser encore plus les performances du joueur. De toute façon, c'est vers ça qu'on tend. On est dans un monde, où on veut toujours de la performance. Tu l'as dit, aujourd'hui, faut gagner. Faut gagner, il faut de la performance. On veut toujours C'est ça. plus. Et on fait plus jeune, on fait plus fort, on fait plus rapide. Et c'est le monde qui part comme ça. Ah. Tu peux tirer des leçons. Dis-moi. Tu peux tirer des leçons d'entraînement, c'est ce que j'avais essayé de faire moi, par rapport à des capacités physiques dans des sports, parce qu'il y a toujours il y a toujours ça se coupe. Tu vois, les mecs qui ont les plus grosses VO2, les skieurs de ski de fond, tu vois. Donc, des mecs qui ont une résistance lactique terrible, tu es en Italie où tu fais pas mal de lactique, ça va être à l'aviron. Hein. Mais le Environ problème, ah oui, oui, c'est 100 l'aviron. mètres. Non, 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 non. Et de loin, les plus gros seuils anaérobie, c'est les rameurs. D'accord. Ok. Ben oui, parce que tu es assis. Donc tu peux fonctionner plus longtemps. Par contre, après, évidemment, en athlée, ça va être coureur de 400. Donc, mais tu es debout. Donc c'est un peu, tu peux pas t'entraîner. Exemple parfait. Tu peux pas faire une séance, tu peux pas faire durer une séance de 400 pendant 3 minutes comme ça durait sur un bateau. Ouais. Pourtant, les lactates seront beaucoup plus hauts sur le bateau. Donc, tu vois, il faut toujours. Qu'est-ce que tu peux. Il y a toujours des choses à aller chercher dans notre sport, même de nos jours, surtout maintenant avec les technologies, mais ça s'adapterait à un joueur en particulier plus qu'à un autre. Pas de manière générale à refaire une méthode et tout le monde doit s'entraîner plus. C'est le même problème que j'avais avec You quand ils disent à 2 fois 4 minutes, tout le monde doit s'arrêter. Non, on est 25. D'accord. Donc, je pense que il y en a un tiers qui en a trop fait, ou un tiers qui a bien fait, et un tiers qui n'en a pas fait assez. Donc, tu vois, de ce côté-là, il y a de la marge, il y a encore de la marge. Mais Il y a c'est de la beaucoup plus dur que marge. de dire, ouais, ouais, Il y a de la voilà. marge et c'est. Merci. Franchement, hey, franchement, attends, encore une fois. Ah, El Professor. We call him El Professor. Merci, le professeur, parce que tu es le prof de notre professeur à nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pierre, pour toi, dans ces jours-là, dans ces semaines, dans ces mois? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Un club de Qu'est-ce Ligue que je 1. fais ce week-end? Qu'est-ce que je fais ce week-end? Ce week-end, ben, j'entraîne mon gamin là, parce que donc on aura un match dans le coin, et je vais regarder une vingtaine de matchs de foot. Donc, bah, très sincèrement, les semaines internationales, c'est difficile. Parce que déjà ce soir, il n'y en a pas, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Mais, euh, mais à peu près ça. Et Tu puis me suis la souhaiter. Ligue 1 un peu? Tu suis la Ligue Je 1? quoi? Tu Oui, suis oui, la Ligue 1? évidemment. Évidemment. T'aimerais prendre un club de Ligue 1 à un moment donné? J'aurais aimé, alors, deux choses. J'ai vraiment aimé à une époque parce que je trouvais toujours terrible d'avoir fait ce que je fais et de ne pas avoir bossé en France parce qu'il me manquait quelque chose, un genre de reconnaissance. C'est plus du tout le Mm. cas maintenant. Euh, Par contre, ce qui pourrait être attractif maintenant en Ligue 1, c'est justement maintenant on a des structures qui se développent qui n'existaient pas à l'époque, tu vois. Donc Exactement. maintenant, je peux te nommer des clubs où il y a des vraies structures de prépa physique, des vrais départements performance avec des labs qui n'existaient pas avant. Donc ça, ce serait l'attrait, ouais, de voir justement, d'être partie prenante de cette évolution dans mon pays d'origine, ouais, ce serait bien. Mais Il y a pas, tu vois, je me réveille pas le matin en me disant, waouh, j'aurais pas coaché en Ligue 1, qu'est-ce que j'aimerais coacher en Ligue 1 parce que sinon, voilà. Mais Donc, c'est et puis j'ai tellement plus de réseaux à l'étranger, malheureusement que voilà. voilà, Ok. voilà ce qu'on te souhaite alors. Franchement, Ricky l'a dit. Ricky, c'est l'oracle ici, tu vois. C'est l'oracle, c'est celui qui voit dans le futur. On te souhaite un très bon poste très rapidement. Ricky, ça te dit quoi ce week-end?
Bah, comme Pierre l'a dit, hein, pas de match ce week-end vu que c'est la trêve. Donc du coup, je suis avec mes petits de Versailles. On a un match à Meudon avec les 18. Et puis semaine BEF, donc on est là, on est en apprentissage. Justement, là, je suis en pleine, on va dire, c'est quoi encore, unité arbitraire, les filières, tout ça. Donc anaérobie, aérobie, on est un peu dedans, je suis un peu dedans aussi. Bah, vraiment très basique, hein, pour connaître un peu les bases, mais c'est vachement enrichissant. Et puis on avance tranquillement, le Et, projet avance. et TL, ATL, début de semaine. Nous, on a match. Comme en MLS, tu peux choisir de jouer en semaine internationale. Et on va jouer à Toronto. On a 6 internationaux. Eux, ils en ont un et demi ou deux. Donc, ouais, ils tournent pas trop mal. Ils ont leur première défaite, mais ils ont un semblant de revival. En tout cas, vous savez hein, que retourner à Toronto, c'est toujours un plaisir. Il y a énormément de personnes que j'apprécie énormément là-bas. C'est un club qui a beaucoup compté pour moi. Donc voilà, petit week-end spécial. Et sinon, le quotidien. Grateful for 3 p.m. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps de la part d'Inky Johnson et j'ai adoré. Il y a des gens qui se plaignent vachement de leur rythme de vie, de leur quotidien et tout. Et vous savez, nous, on a des grandes familles. Même toi, Pierre, tu as 3 enfants, donc tu sais ce que c'est les rythmes élevés. Encore, les tiens sont plus âgés. Mais tu vois, de pouvoir aller les chercher à l'école, de pouvoir jouer au foot, c'est franchement grateful for 3 p.m. d'être dans la queue pour aller les chercher à l'école et tout, parce que vraiment, c'est un quotidien qui me plaît encore énormément. Donc voilà, les conseils avisés de Pierre m'ont amené à à ce stade-là. Non, mais en sérieux, Pierre, Je merci t'avais dit de beaucoup. t'arrêter à 2, t'en as fait 4. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Vraiment, tu nous as appris énormément et tu vois, c'est pas mal de pouvoir gommer un petit peu le côté random du foot, tu sais, le côté un peu ouais, non, mais fais ça, t'auras cette chance de faire ça. Non, c'est un sport qu'on aime, mais c'est des détails et c'est du peser mesuré. Donc, merci de Ouais. nous éclairer quand Un même métier, c'est un métier. à ce- C'est vrai ce que tu dis. Des fois, quand on me demande ce que je fais, je dis, oh, bah, je m'occupe des détails. J'ai sûr que no turn, no stone unturned, you know. Et pour Eh un ben, un petit mot qui devrait intéresser vos auditeurs, là, c'est que tu dis, on peut décider de ne pas jouer en trêve internationale. En fait, c'est aussi un aspect dans lequel le directeur de la perf est impliqué en MLS. Tu fais des vœux. Je ne sais pas si ça existe en Europe. Tu fais des vœux et tu demandes à la Fédé, voilà, nous on a ces 4 vœux. Et il t'en exauce un, pour sûr. Donc, exemple, Toronto, les vœux de Toronto, c'est pas jouer à domicile au début, c'est la lampe. parce qu'il fait trop froid. Tu vois. C'est la lampe. D'accord. C'est des génies. C'est des Donc, génies. ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des clubs qui disent, putain, nous, on a 7 internationaux, donc on veut surtout pas jouer en trêve internationale. Donc, c'est des stratégies aussi. Un coach va dire, oh, ouais, au début, bon, bref. Ouais. Donc, c'est des calculs qui n'existent. Je sais pas si ça existe dans les autres championnats, mais en tout cas, en MLS, c'est un truc, voilà. Dans les pas de crise, mais il y a des stratégies adoptées suivant ton effectif, suivant si ton climat, suivant, etc., etc. Ah, franchement, Et London, London, en parlant de climat, London. le climat, Awful. le climat de London, il change. Tu vois, aujourd'hui, ça, je sais pas ce que ça va être demain. Donc, on vit au jour le jour à ce niveau-là. Mais sinon, ce week-end, cette semaine et ce week-end, ouais, il y a pas de match de championnat. Donc, on va un peu se rapprocher de certains joueurs pour voir comment ils sont là. Tu vois, voilà, comment ils vivent leur semaine internationale. Pour ceux qui sont partis, ceux qui sont pas partis. Et pour le reste, non, on continue le quotidien normal, on s'occupe de nos projets respectifs, on essaie tu sais, chaque semaine, ça avance un peu plus, on avance et on vous tiendra au courant. En tout cas, monsieur Pierre, franchement, le professeur, le master, tu vois, on t'avait trouvé un nom. Il y a toujours, C'est tu trop. vois, le L professeur, Professeur. le senior, L professeur senior, tu vois, le professeur senior. En tout cas, merci, franchement, merci beaucoup parce que, Détail, détail, ouais. ah ouais, Un plaisir. non, c'était vraiment très détaillé, très précis. Et comme mes deux frérots, ils l'ont dit, bah voilà, les gens se rendent compte que c'est pas une histoire de chance, le football. C'est pas la performance, dans tous les cas, c'est pas une histoire de chance, surtout pour un sport comme le nôtre. Et on est content pour ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié. Et tu sais, mais Pierre, malheureusement pour toi, tu vois, les gens comme toi, mais nous, tu connais Monsieur Ravio, tu connais très bien Monsieur Ravio. Mhm. Ouais. Monsieur Ravio,
Tu vois, nous, il nous faisait faire des pompes des fois le soir quand on faisait des bêtises, tu vois. Il nous faisait marcher autour du bâtiment. Il nous faisait marcher autour du bâtiment. Je sais pas si on avait fait trop de kilomètres à 13 ans ou si ça allait jouer sur l'Osgood, mais en tout cas, le soir, quand on faisait des trucs comme ça, il disait Monsieur Bassong, Monsieur Fati, Monsieur Westberg, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps. Merci beaucoup, mes super barrières. Merci à mes frérots, merci à vous. On est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!